Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Vous le savez, en cette fin d'année, on prend les mêmes et on recommence un petit peu à faire notre tour de France, très parisien certes, mais notre tour de France quand même, des éditeurs de comics, pour un petit peu faire le bilan de l'année passée et voir aussi les nouveautés à venir, parce que vous savez, voilà, c'est ce qu'on aime faire un peu, c'est aller discuter de programmes, de stratégies éditoriales, d'évolution aussi, d'adaptation face à un marché qui est toujours très vivant et bouleversé alors autant par le marché en lui-même que par plein d'événements extérieurs. Et donc je profite que monsieur Sullivan Rouault soit sur Paris, puisque le monsieur s'est exilé dans le sud de la France depuis quelques mois maintenant, pour pouvoir parler justement donc de iComics, puisque Sullivan Rouault donc est le directeur éditorial de cette maison d'édition depuis maintenant 5 ans. Si je ne m'abuse. Salut à toi Sullivan. Coucou Arnaud. J'allais dire, j'insistais sur le fait que je sois non parisien effectivement, mais parce qu'il fait froid ici. Ouais, surtout aujourd'hui là. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, tu sais quoi, on va commencer comme ça puisque c'est Super Friends. En plus, c'est toi, donc c'est à la cool. Un petit bulletin météo clairement. Comme ça là. Non, vu que du coup, faut se renouveler. Les gens doivent en avoir plein le dos de m'entendre tous les ans comme ça en fin d'année. Mais c'est vrai que si on t'entend, on t'entend beaucoup partout, quoi. Ça c'est sûr. T'es quelqu'un de surtout sur First Print, j'ai envie de dire. Non, t'es même pas la personne que j'ai la plus reçue, je crois. Ah bon? Donc, c'est qui? Vas-y, balance. C'est Ron. Ah sûr. oui, mais il a le cheat code aussi. Non, mais justement, avant de parler de iComics, quand même, cette aventure marseillaise, t'es allé ouvrir une putain de librairie dans le sud, quoi. Ah, tu veux parler de ça? Ok. Ouais, juste en intro, que les gens suivent un peu le truc, c'est quand même pas banal. Non, c'est vrai. Effectivement, avec 2 amis, on a ouvert une grande librairie à Marseille qui s'appelle Tsundoku, qui vend des comics d'ailleurs, puisque depuis 1 mois et demi, on a notre rayon comics qui est ouvert. Alors, yes. On est une librairie manga, comme son nom l'indique, mais on a un petit rayon comics, un petit rayon franco-belge, qui sont pas des rayons de... On n'est pas le libraire généraliste, on est libraire manga, on y tient, et webtoon aussi. En gros, on n'a pas tout ce qui sort en comics, on prend pas toutes les nouveautés toutes les semaines, mais on a un beau rayon comics avec que des choses qu'on aime et qu'on est capable de conseiller, et voilà. Donc, ce qui fait que quand je passe devant le rayon comics, c'est un peu une seconde bibliothèque pour moi, en fait, parce que c'est que des trucs que j'adore, tu vois. J'allais envoyer un fion à mon associé Thomas, parce qu'il a choisi certains comics et j'étais pas trop d'accord. Mais voilà. Parce qu'il a pris Ultra Méga. Oui, mais j'aime bien Ultra Méga, moi. Ah, d'accord. Non, j'aime beaucoup Ultra Méga. En plus, on a une histoire marrante sur Ultra Méga, parce qu'on a un artiste qui travaille à la librairie qui s'appelle Alexandre Lacroix, Lax, qui a un atelier, du coup, dans notre bureau, et il est méga fan d'Ultra Méga, au point que Thomas, du coup, mon associé, qui a travaillé chez Pulps pendant quelques mois, a été monté sur Paris, aller lui acheter la version Pulps de Ultra Méga, du coup, avec la couverture où il y a l'énorme, qui mord le bras, là, je crois. Ouais, de Ryan Adler. Ouais. Voilà. Et donc voilà, c'est une cool aventure, c'est mortel. On a déjà 7 salariés et que j'aime vraiment d'amour à la librairie. Allez, je vais tous les citer comme ça, je suis sûr de pas les oublier. Nico, Rima, Samuel, Antoine, Clovis, Sabrina et Thomas, du coup, qui travaille au quotidien, ainsi que Damien, du coup, qui est notre autre associé. Et c'est une trop belle aventure, c'est mortel d'avoir une librairie. Moi, j'avais commencé par là il y a longtemps avant Comics Blog. À plein rêve, hein, à Nantes. J'avais commencé pendant Comics Blog d'ailleurs. En fait, je dis une connerie, je suis devenu libraire pendant les premiers mois de Comics Blog, si j'ai pas de bêtises. Mais je m'y perds un peu, j'ai pas de mémoire. Alzheimer me guette. Mais du coup, je voulais y retourner depuis toujours. Et puis du coup, c'est un moyen soft d'y retourner. Moi, j'ai un peu le beau rôle parce qu'effectivement, mon vrai travail, c'est éditeur, du coup. Mais le soir, le matin, les samedis, parfois les dimanches, parce que là, on est en période de Noël, du coup, je vais donner un coup de main à la librairie. Tu vois, je fais un peu de caisse, je suis content. Je regarde un peu les displays, les trucs. On organise des diverses dédicaces et tout ça. On a eu la chance de recevoir du beau monde déjà, parce qu'on a eu Yuka Nagate, Tony Valente, Mathieu Pablet. Et j'en passe. Et Galad aussi, là, très récemment, qui était l'année dernière. Et qui est un artiste qu'on avait publié d'ailleurs chez iComics, avec Brigand et Dragon, du coup, Scales and Scoundrels, avec Sébastien Girner au scénar. Et non, c'est cool. C'est un pur projet, je suis content. Alors, j'habite pas à Marseille même, parce que je connaissais mal le coin, en fait. J'étais allé à l'époque avec Mathéus notamment, mais je connaissais mal Marseille, donc je suis allé m'installer un peu plus loin dans les montagnes, un peu, tu vois, je suis à une petite demi-heure de Marseille, et je suis bien, je suis avec ma femme et mon fils, tranquille, loin de la folie parisienne, tu vois, et tout ça, même si j'adore Paris, c'est la ville de mon cœur avec Nantes, évidemment, mais je suis bien dans le sud, il fait chaud, en plus. Ouais. C'est un avantage, quand même. On va y revenir.
Mais non, c'est une aventure super chouette. Mais j'invite tous les gens à passer à Marseille. Je suis content, on a eu beaucoup de gens qui sont pas de Marseille, qui sont passés cet été, parce qu'ils étaient en vacances ou quoi, et qu'on fait un détour, un crochet par Tsundoku. Et c'est trop cool de pouvoir accueillir des gens. C'est un peu chez toi, en fait, une librairie. Ça qui est marrant. C'est un peu un deuxième chez moi. Tu vois, t'as cette impression de... c'est un peu comme une rédac, en fait. T'as le même côté local. Tu vois, un rédac, tu dis, je vais au local, machin et tout, à la rédac ou... Ben nous, c'est pareil, en fait. Quand on va à la librairie, on va dans un endroit où on accueille des gens un peu chez nous, dans notre univers et tout. Et puis, j'adore faire un peu de conseils clients, discuter avec des gens, regarder la strat, qu'est-ce qu'on fait après. On vend aussi beaucoup de produits dérivés. Moi, je suis un gros collectionneur de figurines et tout. Donc, du coup, c'est mortel de pouvoir travailler des produits que j'achèterais en temps normal. Et puis surtout, l'avantage, c'est que je dépense de l'argent dans ma propre boîte maintenant. Donc, comme j'achète beaucoup de livres en librairie, je les achète chez WAM maintenant. Donc, c'est pratique, mais en plus, je les ai un peu en avance, tu vois, ou machin. Mais, non, je conseille à tout le monde de se lancer dans cette aventure. C'est une très, très belle aventure, la librairie. Et on fera un jour un podcast, si tu veux, sur le business de la librairie. Ouais, carrément, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses un peu comme le fonctionnement du monde du livre du côté des maisons d'édition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils savent pas sur les librairies et qu'en fait, il y a des librairies qui pourraient vraiment pousser à tous les coins de rue si les gens savaient 2-3 trucs. Et c'est un projet de vie chambé, enfin, tu vois. Et depuis, d'ailleurs, je suis content, j'ai beaucoup de gens en DM et tout qui m'ont dit, waouh, on a vu Tsundoku, c'est cool. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, tu vois, les bases, le truc, comment t'as fait, machin. Et du coup, je prends pas mal de temps pour aider des gens à ouvrir. Là, j'aide quelqu'un pour une librairie à Kinshasa en ce moment, tu vois, par exemple. Okay. Et c'est ultime. Et ça vient de Tsundoku, quoi. Et au Congo. Ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, il est en études au Nigeria, mais c'est la librairie à Kinshasa. Et non, c'est chambé. C'est un pur projet. Très bien. Et justement, je vais te demander juste par rapport à la petite partie comics que vous avez, tu décides du coup avec Thomas en fait qu'est-ce que vous allez prendre, qu'est-ce que vous prenez, parce que toi qui es un énorme fan de Marvel et de DC, j'imagine du coup que tu effectivement, mais tu vois, quand je disais tout à l'heure, il y a des trucs un peu rincés quand même, c'est souvent des arcs Marvel, je comprends pas, tu vois ce qu'ils foutent là, quoi, mais ou DC d'ailleurs. Bon, la question c'est pourquoi j'ai pas vu Billionaire Island dans les rayons, quoi, tu vois. Si, il y est. Il y est, ok. Ouais, il y est. Pourquoi vous le vendez pas? Effectivement, c'est pas le titre qui se vend le plus, mais non, ça c'est c'est vrai. Non, en gros, ouais, c'est ça. On avait un tableur Excel, en fait, tout bête. Un dimanche matin, on s'écrit, ouais, tu veux mettre quoi, toi, tu veux mettre quoi, ok. Comme c'est un technicien de surface de la librairie, qu'il est capable de me dire combien de mètres linéaires on peut de bouquins, en fait, combien d'espace on a exactement et combien de bouquins ça représente selon l'épaisseur d'un comic book moyen. C'est ce genre de personne, Thomas. Du coup, il m'a dit, on peut en avoir tant. Et du coup, on a capé la limite et on s'est dit, ok. Du coup, ça devient un top 250 ou tu vois, je sais pas combien de références on a en comics. Et après, on a rempli. Sachant que si tu prends Saga, tu vas prendre les 10 tomes, donc c'est direct 10 tomes, les White de Last Man, tu vois. Voilà, je vais citer que du Vaughan parce que c'est mon idole, mais ou même du Brubaker, ou voilà. Et on a mis plein d'indés. Et puis après, on a un peu regardé ce qui se passait en Big Two. Et en l'occurrence, moi, j'étais dans le délire, joue pas trop l'actu, on s'en fout, tu vois, de jouer l'actu et tout, l'actu, ça va 2 minutes, machin. Et en fait, dans notre meuble de nouveautés, parce qu'à l'entrée, quasiment à l'entrée de la librairie sur la droite, il y a un meuble de nouveautés. On a un rayon quand même sur les nouveautés comics, puisque là, on a eu The Last Ronin et Batman Catwoman récemment, là, avec Tom King et Clayman. Du coup, voilà, on a quelques nouveautés de temps en temps. On a eu le Plot Holes aussi, je crois, de Sean Murphy. Ouais. Et d'autres petites choses, et voilà. Et après, ça rejoint les rayons une fois que c'est plus vraiment de la nouveauté et tout. Mais bon, on fait ça, c'est sporadique, hein. C'est parce qu'en plus, on a des auditeurs de First Print qui sont des clients de Tsundoku, je le sais, Alex, Lot et tout ça, et d'autres gens que je croise à la librairie. Et je sais qu'eux aussi sont aussi clients en comics. Donc en fait, c'est pas tellement qu'il y avait une demande, c'est aussi que nous, on avait envie de pas s'enfermer et faire que du manga, parce que, tu vois, on voulait aussi pouvoir proposer d'autres choses. C'est quand même déjà assez vaste, hein, techniquement, le manga. Enfin, vu la taille de la librairie. C'est 12 000 références, ouais. Oui, voilà. Donc, c'est costaud, ouais. Et 10 000 peut-être. Et le franco-belge, on a fait exactement pareil, en fait. Et donc, dans le franco-belge, c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup plus la dimension des classiques locaux. On a les Tintins, les Astérix, les Spirou, tu vois, tout ça, les intégrales. Okay. On a mais on se fait plaisir, par exemple, sur Blake et Mortimer ou sur Torgal, on a pris les intégrales Nifl ou Niffle, je sais pas comment on dit, en noir et blanc, grand format, 50 balles pièce et tout, tu vois, pour pouvoir faire découvrir aussi des écrins un peu plus uniques à nos lecteurs, quoi. Et à côté, on a plein de choses. Pareil, en franco, il y a du Manu Larsenet, du Bastien Vives, du Pénélope Bagieux, il y a un milliard de trucs, je vais pas tous les citer parce que ce serait absurde, mais des vieux fourneaux et aussi des trucs très peu connus et très peu identifiés. On a évidemment tout le label 119 pour des raisons évidentes, mais on a aussi des trucs que nous on avait vraiment envie de défendre, tu vois, des bouquins. Tom était méga fan d'une belle expérience, le duel, alors qui est pour le coup assez identifié dans le monde du franco-belge, mais qui est l'histoire de duellistes en fait à l'époque napoléonienne qui se battent sur un peu tout le durant de leur vie, quoi. Moi, j'avais jamais lu et tout, et donc tu vois, même moi, en passant devant le truc, en regardant les choix de Thomas et tout, je me suis retrouvé à
à découvrir des titres et tout. Et je me dis, si les gens qui viennent chez Tsundoku, ils peuvent juste se balader et découvrir, tu vois, un truc, et on se dit, ah, ça, s'ils le vendent là, c'est que c'est charmé. Moi, je trouve ça génial. T'as la garantie que devant le rayon dans lequel tu te trouves, là, c'est une bonne lecture. Ce qui est quand même, tu vois, ça me paraît être un bon contrat de confiance, quoi. Et puis, bah, aussi, évidemment, il y a beaucoup de papas, qui viennent en librairie et qui lisent pas forcément de manga parce qu'ils ont pas voulu s'ouvrir au truc ou quoi. Ils sont bien contents de trouver une BD, tu vois, qui va plus leur parler, une intégrale Gaston, tu vois, là, je sais plus, il y avait le bouquin de Numa Sadoul, sur Franquin, là, qui est sorti il y a peu de temps. Ça, c'est un truc qu'on a vendu, enfin, tu vois. Et puis après, on a aussi tout le côté, on a plein de beaux livres, on a des livres jeunesse, on a un rayon jeunesse aussi. Il y a des artbooks aussi. On a pas mal d'artbooks, tu vois. On essaye des magazines aussi. Tout ce qui va être Otomo, Atome, tu vois, tout ça, Tempura et tout. On essaie aussi d'avoir ces choses-là. Donc là, on revient vers le côté Japon. Mais ouais, on essaie d'avoir le plus de choses possible. Puis on a un petit rayon import aussi. On fait de la VO japonaise, etc., etc. C'est-à-dire que pour le côté papa, t'aurais sinon pu essayer de les convertir au manga, même de façon très subtile. C'est-à-dire que tu te poses avec ton fils et tu leur dis, regarde, je suis comme vous. Écoute, j'ai un enfant et je lis des mangas. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Alors mon fils, le manga pour l'instant, à part la moto de Kaneda, ça lui passe un peu au-dessus. Quand il vient dans la librairie, c'est l'enfer, il court partout et tout, parce qu'avec la librairie en longueur, on a un deuxième espace, du coup, qui est un peu un espace pour jouer, quoi, tu vois, où on a recréé une ruelle de Tokyo et un temple de ville, quoi. Et donc ramener des enfants là, c'est une très mauvaise idée. C'est comme ça qu'on a trouvé tous les papiers de riz très très vite, qu'on a refait depuis quand même. On n'est pas des sauvages. Non, mais oui, par contre, j'essaie de convaincre des gens, même j'essaie de convaincre des lecteurs de manga d'aller un peu vers du comics. Ouais. Tu vois, ça m'arrive assez régulièrement. Tu vois, un jour, un mec, il voit l'astronine, il me dit, c'est quoi ça? Je dis, oui, bah en plus là, il y a une connexion évidente, quoi. T'es bien tombé. Oui. Je peux t'en parler. Parce que j'aime pas trop parler des bouquins, de mes bouquins quand je suis en librairie. Mais là, tu vois, j'étais un peu obligé de lui dire, attends, parce qu'en fait, Tortue Ninja, tu captes Tortue Ninja, t'es dans quelle année, blablabla. Et même, tu vois, c'est marrant parce que parmi nos clients, Marseille, c'est un village. Donc, en fait, les gens se connaissent là-bas. Donc, parmi nos clients, on a Zamdan, le rappeur, Akhenaton, Shooter, le chanteur de Dagoba. Enfin, tu vois. Et ça, c'est cool, ce côté Marseille aussi, que t'as parce qu'en fait, tout le monde se mélange. Puis tes clients, tu les connais globalement. Même moi qui suis rarement dans la librairie, parce que j'y viens, c'est un bureau de télétravail pour moi, en fait, la librairie à l'étage. C'est assez magique de reconnaître ses clients, de nouer des liens très vite, tu vois, t'arrives, tu fais, tu vas bien et tout, machin. Enfin, tu vois, il y a un truc très marseillais là-dedans. Et nous, ça nous permet d'être adoptés plus vite aussi, en tant qu'importés, tu vois, dans cette belle ville. C'est vraiment une ville magnifique pour le coup. Faut pas trop le dire. Marseille, ils veulent pas qu'on dise, donc je vais respecter leur truc. Ils disent, continuez à penser qu'on est une ville de merde, et comme ça vous venez pas. Mais non, c'est vraiment une ville chambée. Culturellement, il y a 1 million de trucs à faire et tout. Et ouais, l'ambiance, elle est mortelle. Tu vois, les clients sont sympas, on s'entend bien, on organise des trucs ensemble, il y a des idées qui jaillissent, bam, bam. Ah oui, aussi, on faisait ça. Et alors, est-ce quand même, t'as pas la tentation en tant qu'éditeur et libraire enfin, c'est une question un peu troll, quoi, mais de ne proposer, notamment sur le comics, que des titres avec comics et sur Mangetsu, non. Et moi, de mettre en avant les titres Mangetsu. Tu me connais, attends, j'ai pas été ton rédac chef, du coup, puisque je t'ai recruté pile quand je suis parti. C'est ça. Mais tu me connais, moi, j'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes, vraiment, quand je change de casquette, Donc, pour être tout à fait transparent, c'est Thomas qui s'occupe des commandes iComics et Mangetsu. Je ne veux pas les connaître, je ne veux pas connaître les quantités. Il y a aucune mise en avant d'un titre Mangetsu ou iComics qui est faite parce que c'est en gros les maisons d'édition du patron, quoi. Aucune, zéro. Et j'ai même pas besoin de le demander. Enfin, je l'ai demandé à Tom, évidemment, au début, en tant qu'associé. Mais c'est tacite, même avec les gens de l'équipe. Moi, je parle très, très peu de ma vie d'éditeur à mes libraires chez Tsundoku. Tu vois, ils savent, mais on n'en discute pas trop. C'est 2 choses vraiment différentes, en fait. Donc, évidemment, c'est pratique quand ça permet de ramener Junji Ito. Je vais pas te mentir. Mais, tu vois, les seuls bouquins qui ont un vrai gros facing quand ils sortent, c'est les Junji Ito, parce que Junji Ito t'en vend plein, parce que ça vend très bien en France. Awashi, il a la même place que qui doit avoir, c'est-à-dire un peu moins grosse que Blue Lock, mais plus grosse que d'autres shonen. Enfin, tu vois. Et non, il y a rien du tout de ça. Le seul passe-droit, c'est les Marseillais qui en profitent. C'est qu'effectivement, avec mon réseau et les artistes que je publie, tu peux faire dire je peux les ramener à Marseille. Et voilà. Et après, pour être honnête, j'aimerais les ramener dans plus de villes. Pour Ito, on a discuté pour aller à d'autres endroits, à Bordeaux, à Nantes, on aurait aimé aller dans l'Est, à Toulouse et tout. Mais en fait, c'était juste pas possible. L'auteur va être avec nous pendant 8 jours. Donc puis après, il va être rincé d'Angoulême aussi. Donc, Puis on a des obligations aussi vis-à-vis du festival, qui n'étaient pas trop d'accord, par exemple, pour qu'on aille à Bordeaux, parce que c'est juste à côté. Donc si tu mets l'auteur à Bordeaux avant, tu perds un peu, tu vois, le sel d'aller devenir Angoulême pour le voir et tout. Donc je le comprends tout à fait. Et l'avantage de Marseille, c'est comment on est tellement loin, et on a tellement rarement des dédicaces et ce genre de happening et tout,
Et puis, tu vois, Tony Valente, qui est un bon copain que je croise depuis des années en salon, et on a des très bons amis en commun. Il était de passage en France. La librairie l'a fait triper. Il disait, ouais, putain, ça a l'air pas mal ton truc et tout. Du coup, il est venu. Du coup, on a passé une pure journée. Enfin, tu vois, et donc les Marseillais peuvent en profiter et tout. Et moi, c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé la librairie. C'est pour les moments de vie qu'on passe dans ce qu'on appelle, nous, le lounge. Du coup, une fois que tu finis l'espace librairie, t'as une galerie où on a des reproductions d'originaux, de planches originales de manga qui te mènent au lounge, du coup. Le lounge, c'est 7 ruelles et qui est pas fini encore. Il y aura des travaux là prévus en début d'année. On va installer une épicerie, tu vois, un chariot. Enfin bref, plein de trucs super cool. Et en fait, après, on aura de plus en plus d'événements, des initiations gratuites au gunpla, des initiations au japonais, des initiations au dessin. Enfin, tu vois, et on travaille aussi avec d'autres rappeurs, notamment des rappeurs des quartiers nord, pour des programmes, tu vois, sociaux aussi, du coup, et que les enfants des quartiers nord dire pour dealer de la drogue à l'arrière boutique, mais à Marseille, pas besoin de moi pour ça. Non, par contre pas à la boutique. Mais non, pour qu'en gros parce que Marseille c'est une ville de contraste, c'est vraiment le Naples français, c'est-à-dire qu'il y a des ultra riches qui côtoient des ultra pauvres. Je crois que c'est la ville en Europe qui a un des plus bas taux de revenus moyens et tout ça. Ce qui s'explique par l'extrême pauvreté de certains quartiers, notamment de certains quartiers des quartiers nord. Et pareil, tu vois, au sein de l'équipe, il y a des gens qui viennent des quartiers nord. Enfin, tu vois. Je vais pas faire, tu vois, normal la sociologie de Marseille. Ouais, voilà, parce que c'est pas à moi de le faire, je suis pas marseillais en plus et tout. Mais par contre, c'est cool de pouvoir mettre en place des programmes comme ça et d'essayer d'aider avec nos petits moyens, parce que frère, un enfant dans une librairie, moi les plus beaux moments que j'ai vécu avec Sundoku, c'est des enfants qui ont acheté leur premier manga chez nous et qui avaient les larmes aux yeux en caisse avec leur maman, tu vois. Et genre moi je me retenais fort. Parce que y a rien de plus beau que ça. Il y a rien de plus beau que ça. Ou quelqu'un une maman qui est pas convaincue et qui repart avec un 20th Century Boys et qui revient le lendemain pour acheter la suite. Tu vois, et t'es là, t'es ok, mortel. Et après, du coup, t'apprends à te connaître. Et tu vois, et puis t'as le voisinage, et puis t'as tout ça. Et en plus, on a la chance d'être super bien placé. On n'est pas dans le quartier le plus commerçant, mais on est vraiment central. Enfin, centraux dans Marseille. On est 49 cours Pierre Puget, juste à côté du palais de justice. Donc on est à 400 mètres du Vieux-Port et à 200 mètres d'un arrêt de métro qui s'appelle Estrangin, qui est super utilisé à Marseille, qui est la préfecture. Et on est trop bien là-bas. On est, enfin, tu vois, vraiment. Non, mais fermons le chapitre Sundoku. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, on en reparlera de toute façon dans un podcast dédié. En plus, on préparera plus sur vraiment ton expérience de libraire. Avec plaisir. Et après ce préambule, eh bien, parlons d'un sujet moins joyeux, qui est celui des comics. Yes. Alors, je dis moins joyeux, c'est aussi pareil, c'est pour taquiner. Est-ce que je me permets de taquiner Monsieur Sullivan Rowe, mais on sait, de toute façon, c'est pas nouveau, ça date pas de cette année et ni même de l'année d'avant, hein, que les comics c'est pas toujours évident, d'autant plus. Et je veux dire que même quand tu publies des énormes licences des Big Two, c'est pas forcément non plus la grande joie pour tous tes albums. Sauf si t'as Fortnite, quoi. Sauf si t'as Fortnite, ouais, et encore, franchement, enfin oui, c'est vrai que. Bah, t'en vends plein au moins si c'est de ça dont on parle. Oui, c'est vrai que Batman Fortnite et Marvel Fortnite se vendent bien. Mais bon, après, je sais que toi, en tant que grand fan de Fortnite, t'étais sûrement dégoûté de pas pouvoir le publier, quoi, c'est sûr. Mais bon, j'aime bien Fortnite, moi. Hein. Je sais que t'aimes bien Fortnite. Moi, je me rappelle de soirées où tu voulais m'initier à Fortnite et j'ai quand même résisté. Donc, c'est bon. Non, mais par contre, je voulais te demander, du coup, c'était un peu de te faire, c'était quoi un petit peu le bilan de cette année, donc, parce qu'iComics, du coup, a terminé quelques-uns de ces séries, entre guillemets, long cours indé, puisqu'en fin d'année dernière, tu finissais Skyward. Tu finissais Invincible Kingdom, mais on a commencé janvier en terminant Bitterroot, qui avait obtenu du coup sa 4e ou 5e nomination d'affilée aux Eisner Awards, si ce n'est sa récompense. Il y a plus de nominations que de ventes, mais ouais, c'est ça. Mais c'est voilà. Et après, dans les indés, c'est vrai qu'on a beaucoup observé Lock and Key, notamment le retour enfin tant attendu de Lock and Key, une suite pour 7 ans sans inédit, c'est ouf. Une suite pour We Only Find Them When They're Dead, et The Plot aussi, que t'as réussi à terminer malgré justement j'avais oublié cette affaire. Ce que t'avais abordé en vidéo, que limite vous l'avez fait un peu par acte de charité pour les gens qui avaient acheté le premier tome, quoi. Ouais, je crois que c'est Hachette, ils ont dit on va trop le trigger si on le sort pas là. Ouais, faut qu'on le sorte, il va péter les plombs le gars là. Regardez, il a l'air chiant lui. Donc c'est ça, c'était un peu voir qu'est-ce que tu retires un petit peu de cette année un peu sur tes indés, notamment effectivement, et c'est vrai que tu le mentionnes, que la situation a un petit peu changé puisque maintenant c'est Hachette en fait qui possède Brajlon et que toi t'es passé grosso modo directeur éditorial du pôle BD, donc constitué de iComics et de Mangetsu. Le pôle BD, ouais, c'est pompeux, mais c'est ça. Ouais, mais c'est moi qui le dis, donc ça passe, tu vois.
Non mais voilà, donc tu gères du coup les deux, effectivement les deux branches très très BD de Brajlon. Bon après sur iComics l'équipe a pas du tout changé. Sur Mangetsu ça a grandi, j'ai une équipe de 4 personnes, voire 5 maintenant, avec Julie Légère du coup qui est mon éditrice sur iComics qui a rejoint aussi un peu l'équipe Mangetsu parce on avait des petits besoins. Puis on a beaucoup d'externes aussi maintenant là depuis quelques mois, trois éditeurs externes qui nous aident régulièrement. Mais ouais après sur iComics ça a rien changé. Enfin tu vois. Hachette n'a rien changé du tout sur iComics, à part peut-être, mais quand on y viendra après, un nouvel élan sur les tortues, ce qui est une très bonne nouvelle. Dans les faits, sinon, effectivement, au moment pile où ils arrivent, donc c'était pas vraiment leur décision, il y a la question de The Plot, du coup, The Plot tome 2, qui ne serait pas imprimé parce que les ventes du premier sont pas bonnes. Je crois qu'on était à moins de 600 ventes sur le premier à ce moment-là, si je me souviens bien. C'était en 586, je crois que t'avais nommé. Juste moins de 600, ouais. Et, ce qui en soi en plus c'est pas non plus la pire vente, enfin il y a des indés qui se vendent moins, tu vois, mais par contre c'est écologiquement une catastrophe parce que c'est du pilon et enfin bref voilà, tu connais. Du coup il y a eu ce petit micmac là où ils ont finalement accepté de l'imprimer et de le mettre en magasin. Alors j'ai jamais regardé les ventes de The Plot tome 2 mais je pense qu'on a vendu 400 quoi. C'est dommage parce que c'est un très bon diptyque, mais bon ça après ça ne me regarde pas. Il y a eu ça, il y a eu effectivement la fin de Bitterroot qui était un grand moment parce que c'est une série sur laquelle on a ramé et où voilà, on a réimprimé un peu du Crost aussi cette année, on a fini la série régulière de Rick and Morty avec le tome 12. On a sorti la trilogie The Cape cet été avec le 3e tome du coup qui était inédit, donc de Joe Hill qui est quand même un de nos auteurs phares, l'auteur de scénariste de Lock and Key. On a enfin sorti les TMNT Villains, incroyable. On vient de vivre, c'est encore tout chaud, tout récent, The Last Ronin, l'énorme sortie de The Last Ronin du coup avec une fin d'année qui est très marquée tortue puisque tu sors dans l'espace de 2 mois le tome 18 qui est donc l'avant-dernier tome de la série régulière avant donc le relaunch avec enfin c'est pas un relaunch en VO mais on va en parler. Voilà, on en parlera en détail. Et voilà, il y a ce tome 18, le Last Ronin et le Classics tome 4. Il y a même, j'ai envie de te dire, en 3 mois, en fait, il y a eu le Classics 4, Villains, The Last Ronin et le tome 18 qui sort là au moment où on se parle, je crois, ou la semaine prochaine. Plus un petit Rick and Morty Presents tome 2 qui sont intercalés là, parce que voilà, il était bien ici. Ouais, effectivement, la fin d'année est très tortue. 2023 sera encore plus tortue. De toute façon, pour le faire court, iComics va publier de moins en moins de nouveautés, mais toujours autant de tortues. En indé, on va essayer d'en publier 3-4 à l'année. Un peu de Rick and Morty aussi, parce qu'on adore cette licence. Du Lock and Key si un jour on en a de nouveau sur la table. Et voilà, le futur d'iComics, c'est ça. iComics n'est pas voué à être développé, parce que le marché est catastrophique. Alors cette année, nous, en plus, on a eu de la chance, puisque du coup, Lock and Key l'âge d'or a été une très 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 grosse sortie pour nous. On a fait les 2 meilleurs lancements de l'histoire de iComics cette année, puisque c'était numéro 1 Lock and Key l'âge d'or, très loin devant, et numéro 2 The Last Ronin là tout récemment, qui a été numéro 1 du marché comics pour sa première semaine et qui encore en 2e a été très bon, et en 3e là on est dans le top 30 je crois, on regardait tout à l'heure du marché. Donc ça c'est mortel. Après, c'est aussi, les cagades The Plot, Bitterroot qui trouve pas ses lecteurs, We Only Find Them tome 2 qui a une disparition nette de lecteurs après le tome 1. Alors ça s'explique aussi par des questions de diffusion et tout ça, parce que beaucoup de libraires n'ont pas eu le livre en fait. Donc malheureusement, voilà. D'ailleurs, on change de diffusion. Si vous êtes libraire et que vous écoutez First Print, je pense que vous êtes au courant, mais on change de diffusion au 1er janvier, on passe à la diff, du coup, donc la diffusion de Hachette, avec qui je m'entends très très bien. J'en profite aussi pour remercier très fort les équipes d'El Sol, notamment Gilles et Nicolas Baquet, si nous écoutent, qu'on fait un travail super cool sur iComics pendant 5 ans, du coup. Évidemment, la logique voulait que on intègre le truc, puisqu'on a intégré ce groupe effectivement pleinement aujourd'hui, donc le groupe Hachette, et qu'en plus moi j'aime énormément le travail des équipes de Christophe Loupiac, directeur de la diff, et c'est peut-être grâce à lui qu'on va réussir à enfin lancer les tortues après 5 ans l'année prochaine, j'espère, et que Last Ronin est presque, tu vois, un symbole quoi pour nous de j'espère la réussite future des tortues autour du film de Seth Rogen, autour des 5 ans de la licence, du retour de Mathéus et tout. Mais donc t'as des plans de développement sur cet aspect-là, parce que aussi la licence va avoir une renaissance multimédia. Des plans de dev oui et non, mais disons qu'on a le relaunch, on a les intégrales soupes sur lesquelles on va revenir en détail tout à l'heure. Yes. Juste ça, c'est presque des plans de développement, ouais. Après, non, je peux toujours pas aller faire TMNT Adventures. On va déjà aller faire les micro-séries Heroes, parce que les gens les demandent et c'est bien normal. On va finir les classiques tranquillement. Mais je peux pas aller chercher TMNT Adventures ou TMNT Universe, par exemple. Ça, c'est pas à l'ordre du jour, et ça le sera pas. Parce que iComics n'a pas vocation à se développer plus, juste à continuer d'exister, c'est déjà pas mal, hein, parce que vu la tête du marché et l'envolée des tarots en achat de droits et
et les différentes mésaventures qu'on a pu vivre avec des auteurs qu'on s'est fait piquer ou quoi, ça donne pas méga envie, tu vois. Aussi, je vais pas te mentir, ça donne pas méga envie. Moi, iComics, j'adore ce label, c'est le label qui m'a appris à faire d'édition et tout. Mais le marché en lui-même, il marche sur la tête, sans mauvais jeu de mots. Rien n'a de sens. Tu achètes tes droits d'un bouquin indé que tu vas vendre à 500 exemplaires, le prix d'un titre du Shonen Jump. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et c'est que toi, tu peux faire les comparos vu que tu as accès aux deux catalogues maintenant, en fait. Ouais. Donc tu peux comparer les pratiques entre les deux délirant. univers. Le marché du manga est un marché réaliste, qui, au-delà des énormes négos de ouf sur des titres Shonen Jump où tu sais que les Japonais sont moins flambeurs que les Américains, peut-être un peu. En fait, les Américains, ils sont dans la négo. Les Japonais, c'est comment on appelle, un produit en croix. Entre ta mise en place, entre ton prix hors taxe et tes royautés. Du coup, en fait, le prix de ton avance, dans 80% des cas au Japon, il va être fixe par rapport à ce que tu comptes faire toi sur le marché, combien tu vas mettre en place, combien tu vas le vendre, combien tu payes de royautés à l'ayant droit. Les Américains, c'est pas du tout ça. Les Américains, c'est des enchères, des vraies enchères. C'est un tel a mis 8000, puis là, t'as un gros qui arrive, tu vois, du Big Two qui fait, moi, je mets 25 000. Et tu fais, ouais, mais enfin, c'est mon auteur, en fait. Moi, je veux 25 000. Ah oui, bon, bah, tant pis. Alors, tu vois, du coup, on peut pas continuer vraiment, nous, à faire notre travail comme on le faisait avant. Et le truc, c'est que moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier. Je suis arrivé à un moment où le marché était soi-disant déjà hyper spéculatif et allait beaucoup trop dans les achats de droits, et ça ne fait que aller à la hausse. Moi, j'entendais beaucoup de discours de oui, un tel a fait augmenter, a fait flamber le marché, blablabla. C'était ce qu'on savait, c'était qu'il y a une époque où Glénat, Urban et Delcourt avaient justement provoqué une montée de ces enchères-là, mais ça s'est pas calmé justement après la disparition de Glénat Comics. Ah, pas du tout, c'est plus cher aujourd'hui. C'est plus cher? Oui, c'est plus cher aujourd'hui. Pour une raison qui m'échappe totalement. Alors, c'est une raison que je m'explique, mais après, on va pas rentrer dans les popotes de chaque groupe, mais il y a des groupes qui sont intéressés par les parts de marché plutôt que par le fait d'avoir une collection qui rapporte de l'argent. Moi, en vrai, la part de marché du comics et iComics, si je vais voir mon patron et je lui dis ça, il me dit t'as pas les trucs dont on se fout encore plus que la part de marché de iComics dans le monde des comics. Enfin, tu vois, fais tes bouquins, essaie de les faire vivre un par un, et ce sera déjà très bien, frérot. Déjà, on te laisse faire des comics, ce qui est ultra cool, alors que tu perds de l'argent un bouquin sur deux, en fait. Mais voilà, après ça, c'est les maisons qui on n'a pas les mêmes engagements non plus. Tu vois, moi, je suis pas un contrat cadre avec un des Big Two. Donc, je pas des engagements de ouf vis-à-vis de DC ou de Marvel. Par ailleurs, en plus, moi, j'ai réalisé mes petits rêves. J'ai fait mon artbook sur Spider-Man. Comme ça, je peux me dire que j'ai fait du Marvel un peu dans ma vie. J'ai eu Sandman dans le Kenki cette année. C'est bon. Tranquille. Tu vois. Mais, parce qu'il y a, évidemment, on te relève tout à l'heure, mais il y a des choses que j'adore, chez Marvel et DC. Et il y a des choses que j'adore chez Urban, Delcourt ou même Feu Glénat, tu vois. C'est pas le problème. Tout le monde a d'excellents bouquins, ce que je dis toujours. Après, c'est la logique de marché. Comment certains vont s'imposer et tout. Là, il y a 2-3 jours, on a appris que Nicolas Beaujean, que j'aime beaucoup, qui a fait 404 Comics, qui est un label que je respecte énormément, s'est fait piquer l'auteur de Everything. L'auteur, il est pas né à Everything, hein. L'auteur était là avant. Et avant que Nico le déterre, personne ne s'intéressait à Cantwell. Nico arrive, fait Everything, il en fait un méga succès. En France, quoi. Au comics. En France, exactement. Je parle juste du marché français, francophone en tout cas. Il en fait un beau succès dans les comics, tu vois, à plusieurs milliers d'exemplaires. Bizarrement, le bouquin d'après, il part à une somme complètement ouf chez un de ceux que t'as cités. Moi, il y a un problème. Et ça m'énerve autant quand c'est chez Nico que quand ça nous est arrivé, nous, avec Ram, qui voulait rester chez iComics pour les Lasta et qui est parti ailleurs, tu vois. Et après, c'est pas grave. Tu vois, on fait pas tous le métier de la même manière et tout. J'en veux pas. On s'est vu avec François. On a fait une conférence à Nantes ensemble et tout ça. On a pu en discuter brièvement et tout. C'est juste que moi, du coup, iComics, ça ne peut pas être en voie de développement ou de croissance parce que le marché est en recul net, que je t'ai montré un bout de chiffre tout à l'heure. Toi-même, t'hallucines. Je dis, il y a que du Fortnite et du Star Wars à 3 €. C'est abusé. Là, l'Astronie, nous, on a fait une percée. Après, ça fait quelques années que c'est comme ça, où à chaque fois que tu fais le top annuel, d'ailleurs, je le montrais sur Comics Blog, c'était que en fait, limite, je devais supprimer les collections petit prix parce que c'est elles vraiment qui dominent le marché vraiment en termes de volume, peut-être pas forcément en termes de CA, mais en termes de volume. Ah non, en termes de CA, je pense que Panini, avec son opération de faire, les omnibus, là, je pense qu'ils ont un gros CA. Mais ça, à la limite, moi, je trouve ça assez cool, tu vois. Enfin, je sais pas, parce que je suis pas du tout client, en l'occurrence, mais, donc et puis je les vois pas passer, on les a pas en librairie ou quoi, mais pour le coup, c'est une manière différente de publier. Et je trouve pas ça inutile. Alors oui, l'omnibus n'est pas le truc le plus pratique du monde pour lire.
Ça, c'est vrai. T'en as fait, enfin, ça y ressemble un peu, ta trilogie de Warren Ellis. On a surtout fait l'Omnibus Lock and Key. Et l'Omnibus Lock and Key, en oui, décembre oui, 2021. Donc, tout à fait. pour nous, était un peu une sortie 2022 qui a été un carton d'ailleurs, qui s'est très, 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 très bien vendu. On a réimprimé. On réimprime, je crois, encore à la fin de l'année prochaine. Peut-être avec un super collector et tout. On n'est pas encore trop sûr. C'est vrai que t'en as fait, voilà, donc t'en as quand même fait une sortie Omnibus, techniquement, et je pense que la trilogie, en vrai, moi, c'est un peu mon côté, c'est mon petit laboratoire de Dexter à moi, iComics, tu vois. Genre, comment on fait un omnibus? Est-ce qu'on peut faire un omnibus? Vas-y, viens, on essaye, on fait un omnibus, tu vois. Et c'est un peu avec cette mentale qu'on essaie d'évoluer sur iComics. Là, les intégrales soupes, c'est, vas-y, il y a ça, ce truc, il y a cette DA, il y a machin, il y a truc. Vas-y, tiens, viens, on tente, tu vois. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Parce qu'il y a un côté moins productiviste aussi que dans le manga, forcément. Parce qu'on a beaucoup moins de titres, on a à peine un titre par mois, donc tu vois, voilà. Des mois on n'en a pas, des mois on n'en a que 2. Est-ce que ta production annuelle, c'est limite le nombre de tomes d'une seule série chez Mangetsu presque? Ah oui. Si tu sors, je crois qu'on sort à peu près 15 nouveautés par an chez J'ai compté, t'en as fait 17 cette année, je crois. Enfin, t'as fait 17 albums qui sont sortis. Ouais, c'est ça, il y a des trucs qui étaient pas vraiment de la... Mais après, je crois que j'ai pas compté juste les rééditions de Crost et justement de la réédition de la trilogie Ellis, quoi. Mais... Bon. Oui, qu'on a réimprimé aussi, exactement. Ouais. Avec les 2 The Cape, tu vois, qui sont des trucs qui datent de Milady. Donc, et bah là, à l'avenir, en fait, on va essayer de tester le marché du souple aussi, parce que à force de commentaires YouTube et tout, je suis un peu plus convaincu que faut pas avoir peur en fait du souple. Et moi, j'en avais peur, c'est vrai. Si ça fonctionne sur Rick and Morty et sur les Tortues, on pourrait retenter de donner une deuxième chance à Bitterroot, à Invisible Kingdom, à Skyward, à We Only Find Them. Toutes nos séries en 3 tomes, en fait, pourraient revenir dans une intégrale à 30 balles, tu vois, à peu près, je pense. Alors après, je dis ça, mais le comics, on prend tellement cher avec la crise des matières premières, vu que c'est des pages couleurs, que ne prenez pas mes prix pour argent comptant aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que franchement, ça bouge tellement vite que voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est un petit laboratoire aussi, tu vois. Et si ça marche pas, bah, on le fera pas. Si le marché nous dit non, on n'est pas dans la position de certaines maisons qui justement peuvent forcer le trait. Nous, on peut pas forcer le trait, donc juste on arrêtera. On n'arrêtera pas en cours, par contre. Soit on lance et on va au bout, soit on lance pas. Mais ça se trouve, on lancera jamais ces intégrales en 3 tomes de nos indés. En plus, tu vois, on a un peu maudit Skyward, l'adaptation, à mon avis. Voilà. Bitterroot aussi, il y a une adaptation techniquement. Ouais, Bitterroot, il y a une adaptation. On n'entend pas parler, quoi. J'ai pas envie d'en parler, mais il y a eu quand même un vrai drame dans la vie de Regina King, du coup, pendant qu'elle travaillait dessus, puisque c'était elle qui était réalisatrice du film. Je pense que. D'accord, ouais. Voilà, je suis pas sûr que Bitterroot, l'adaptation, sorte un jour. Après, de toute façon, c'est une malédiction. Enfin, c'est la meilleure. Enfin, tu la connais toi-même, parce que t'as rédigé dessus aussi à l'époque. C'est que tous les comics indés sont optionnés. T'as 2% de projets qui voient réellement le jour. Ce qui est très bien, parce que ça fait de l'argent aux auteurs. Et des vrais sous, en plus. Donc, ça, mais après, ça donne aussi naissance à des horreurs, quoi. Donc, oui, mais il suffit de s'en foutre, hein, tu vois. Oui. Tu vois, les mauvais films, c'est jamais que des Je pensais plus à des séries, quoi, mais ouais, mais. Ah. Sweet Tooth. Non, mais. Ah oui, j'ai pas vu du coup, mais il paraît que c'est dégueulasse. C'est atroce. Il paraît que c'est dégueulasse. Ouais, mais après, bah voilà, je pense que Jeff, il est pas mécontent aussi, tu vois, d'avoir vendu ses droits et tout ça. S'il avait voulu un contrôle créatif dessus, il serait vu que c'était chez Vertigo, peut-être qu'il avait même pas. Exact. Donc oui, il a peut-être pas eu trop son mot à dire, c'est vrai. Ouais. Bon, ils lui ont posé la question par politesse, quoi. C'est ça. Tu peux tourner une petite vidéo avec nous, s'il te plaît. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Tu feras le snippet Netflix, YouTube, et puis. Mais non, bon, après, tu vois, tant pis pour ces histoires d'adaptation et tout, c'est pas très grave. On a la chance. Moi, le truc, c'est aussi. Sachant que tu sais aussi, en plus, je vais te couper, mais qu'en plus, c'est pas parce qu'il y a une adaptation que forcément les ventes, voilà, ça s'est fait avec Lock and Key, mais qui avait déjà son succès avant avec Milady. Bon, pour le coup, ça a vraiment boosté. On a vendu quasiment 250 000 Lock and Key grâce à Netflix. Donc, mais je veux dire que ça marche aussi pour Invincible, ça a marché pour Umbrella Academy, mais à côté. Oui, ça marche moins sur des trucs genre, c'est pas Black Science qu'ils ont adapté, c'est l'autre. Deadly avec Class. Wes Craig, voilà, Deadly Class. Bah, Deadly Class, en plus, le truc, c'est que quand t'as une saison qui est annulée, une série qui est annulée dès la première saison, forcément, ça tonne. Ouais, c'était ça. Mais après, c'est ça, c'est qui a Sci-Fi plutôt, mais je veux dire, c'est après les gens peuvent télécharger aussi, tu vois. Mais surtout qu'elle est arrivée sur Netflix un peu après, mais voilà, ce truc c'est que c'était juste une saison. Ouais, je voulais mater en plus. C'était pardon, qu'est-ce que je veux dire, ou sur MyCanal, je sais plus, un truc comme ça, je crois que c'était MyCanal. Ça, non. Ouais. Mais pour laisser le bourgeois comme MyCanal. Hein. Moi, c'est pas ça. Hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand t'as une série qui est annulée au bout d'une saison, forcément, ça donne aussi une image négative du projet, en fait, qui peut aussi être perçu comme même, c'est-à-dire que les comics sont pas bons. C'est comme Why the Last Man. Ah, tu crois? Bah, Why the Last Man, qui est annulé aussi au bout d'une saison. Ouais, c'était rincé aussi, hein. Putain, ça, j'ai maté. Moi, j'ai pas maté, tu vois. Rincé, non, moi, j'ai entendu tout le monde dire que c'était nul, donc je me suis pas intéressé, mais je pense que clairement, tu vois,
c'est un phénomène où clairement ça donne pas du tout envie de s'intéresser. Alors DMZ là, sorti non DMZ, ça arrivera à la fin de l'année sur Prime Video. C'était sorti sur HBO Max cet été, mais pareil, zéro promo, rien, personne n'en a rien eu à foutre. En plus, ils sortent tellement de contenu, comment tu veux faire de la promo? C'est pire que dans la BD. Paper Girls, tu vois, par exemple, Paper Girls aussi sur Prime Video cet été, zéro promo, zéro accompagnement. La série pas mal, tu vois, on en a parlé sur First Print, ça c'est pas ouf, mais c'est pas non plus truc. Mais pareil sur les éditions imprimées, non, parce que ça a pas fait plus que ça, quoi. Si tu connais les producteurs, ils se sont dit c'est Stranger Things en plus en télo, tu vois. Et bah non. Mais ils l'ont pas vendu, ouais, mais ils auraient pu à la limite être plus malins et le vendre comme ça, mais ils l'ont même pas vendu comme ça. Moi, c'est ce que je trouve fascinant, mais on va encore digresser, mais je trouve ça fascinant de cynisme, le fait que les mecs ne sachent pas prévoir leur succès. On l'avait vécu un peu avec Anya Taylor-Joy là, qui fait des échecs là. Oui. Chess quelque chose, le jeu de la dame, voilà. En français. Squid Game encore plus. Tu vois, et en fait, The Witcher qui avait été vraiment, tu vois, produit avec 3 francs 6 sous et 2 carambars en Pologne et qui en fait devient le plus gros succès à l'époque et nous on l'a bien vécu chez Brajon forcément sur la plateforme et tout. Et en fait, ils savent pas vraiment ce qui va péter. Moi, je me souviens de Stranger Things, de l'attaché qui m'appelle le genre 3 jours avant que la série sorte sur Netflix. En mode, je suis désolé de te demander ça, mais on a zéro presse dessus. Est-ce que tu vois ce que c'est? Est-ce que t'as maté un trailer et tout? Moi, je dis, ouais, je crois que c'est le truc 80s, là, c'est ça, D&D, un peu, tu vois, exploitation, les enfants, là. Il dit, ouais, m'envoie un lien et tout, je mate, je fais, putain, c'est lourd. Tu vois, je mate les 2-3 premiers, je fais, c'est lourd. Et donc, on en parle à l'époque sur Sci Fantasy. C'était la fin de mon passage, il me semble. Et, un mois après, le truc, ça devient le plus gros succès de la planète. Tu sais, what? Il y a un mois, c'était une série qui savait pas comment gérer. Ils étaient là, genre, on est un peu en panique, on vient chercher les geeks, tu vois, bien initiés, bien au fond, bien niche. Et un mois après, c'est le truc le plus populaire de votre plateforme sur the whole fucking planet en streaming avec des stats tapeurs, tu vois. Et je trouve ça génial. Enfin, c'est génial de cynisme, mais ça me fait bien marrer, quoi, tu vois. Notamment Squid Game, c'est ouf. Qu'une série coréenne, quand t'as les Américains qui normalement tu leur mets des sous-titres, ils paniquent, tu vois, machin, ils font un dubbing et tout, tu mets Squid Game, boum, plus gros phénomène mondial ever en streaming et tout, tu dis mais damn. Et à l'inverse, t'as des mecs qui font $1 milliard sur le Seigneur des Anneaux pour assouvir les fantasmes du chauve là, et ça donne un truc, tu vois, c'est Osef au mieux, quoi, en vrai. Je t'avoue, j'ai pas regardé non plus. J'ai pas tout vu parce que normalement j'ai décroché, mais ouais, tu t'es légitimement en droit de t'attendre à mieux, ouais. À mieux. Et pareil, il paraît que Endor, c'est hyper bien. Et je crois, du coup, les gens qui disent que c'est hyper bien parce que c'est quand même des gens en qui j'ai vraiment confiance. Et la série, tout le monde s'en branle. Et tout le monde s'en branle pourquoi? Parce que les mecs nous ont dégoûté de Star Wars en un temps record, juste avant, en fait. Moi, je veux plus entendre parler de Star Wars parce que ils m'ont dégoûté de Star Wars avec tout le contenu qu'ils ont sorti tu vois, genre, c'est quoi, Boba Fett, la Book of Boba Fett, là? Vas-y, j'ai maté l'épisode avec Luke Skywalker en CGI et Ahsoka Tano qui est Rosario Dawson là, mais on dirait une fanfiction tournée dans un couloir de Japan Expo. Enfin, c'est même pas sympa pour les fanfictions parce qu'enfin il y a des fanfilms qui sont sûrement mieux faits, quoi, tu vois. Mais tu vois, et du coup c'est drôle parce que t'as des mecs qui mettent des milliards et du market, voilà. T'as une petite série coréenne, elle arrive d'un mec en plus qui avait du mal à la vendre avant, ça devient le plus gros phénomène. Casa de Papel, c'est pareil. Oui, c'est vrai que ça part ça arrive sur Netflix, le truc, tu vois des joueurs de foot habillés en Casa de Papel qui font des célébrations et tout. Et c'est rigolo. Bon, le seul problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de phénomène viraux en BD, malheureusement. Enfin, beaucoup moins, en tout cas, ça se voit beaucoup moins. On l'a peut-être un petit peu, on pourrait débattre un petit peu des chiffres de Jujutsu, des chiffres de Demon Slayer ou tout ça, mais c'est quand même très très différent comme logique. Et puis j'estime que c'est artistiquement beaucoup plus abouti et intéressant ce qui se passe en BD au Japon. Mais bref, retournons à nos comics, Arnaud, parce qu'on pourrait digresser. Tout à fait. Mais justement, parce que tu mentionnais The Witcher, t'avais aussi commencé à publier les nouveaux graphic novels qui étaient sortis avril. Au mois d'avril. On est sorti avant les US. Incroyable. Ouais. Ça s'est bien passé alors? Mais ça va. Ça s'est très bien passé sur le collector. Ouais. Auquel peu de gens croyaient, avec une super couve Exclu France de Dick Irvan, qui est un ami maintenant et qui est un mec qui nous a vraiment livré une couve magnifique. L'édition classique à 10 balles, là, moins, en fait, bizarrement. Après, je pense que les gens étaient refroidis par les comics Witcher, globalement, parce que c'est pas hyper quali. En plus, on est tombé un peu dans le creux de la vague Witcher. C'est-à-dire que, Witcher 3, la hype était un peu passée, la série, on était pas en même temps. Donc, on va voir, là, avec la ressortie next-gen, du coup, de Witcher 3, et puis surtout le reboot de la licence, là, en jeu vidéo, et la nouvelle série avec le frère de Chris Hemsworth, là, qui va prendre le rôle et tout, là. Liam Hemsworth, ouais. Et
Ça va. Bah, je dis, en fait, quand t'achètes Witcher, tu t'attends à ça. C'est loin d'être catastrophique, mais pour être honnête, je saurais même pas si on gagne vraiment de l'argent dessus. Je pense qu'on est littéralement à l'équilibre et que c'est une série qui soit est à moins 500, soit à plus 500 euros. C'est-à-dire, à un moment, ma direction a le droit de nous poser les questions de est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'investir du temps de travail de plusieurs personnes dessus, alors que c'est pour gagner 500 euros ou perdre 500 euros, tu vois. Mais à la fois, on est aussi la maison de The Witcher chez Brajlon, ce qui est hyper important. C'est vraiment la licence, enfin, c'est l'emblème de la maison, Geralt, tu vois. Donc, c'était aussi important de ramener Witcher, puisque à l'époque, en fait, en 2017, j'en avais pas voulu quand c'était parti chez Urban, du coup, donc ce qui était pas du tout la même chose, eux, c'était la suite des jeux vidéo. Des jeux, ouais. Alors que là, c'est des adaptations. Là, c'est des adaptations, effectivement, du romancier, enfin, des nouvelles, en tout cas, de Sapkowski. Sapkowski, exactement, des premiers bouquins de The Witcher. Et elles sont très cool. Enfin, tu vois, il y a des nouvelles très cool. Enfin, celle du tome 1 était super, en l'occurrence. Elle a été aussi adaptée dans la saison 2. Dans la saison 2, ouais, puis c'est une des plus connues, je pense, du coup. C'est la relecture de La Belle et la Bête façon Witcher. Donc, ouais, elle est très identifiée. Et puis, le comic book était, honnêtement, moi, j'étais surpris en termes de quali. Parce que j'ai vraiment pas trop kiffé la suite des jeux, là, pour le coup. Sinon, je les aurais pris, d'ailleurs, à l'époque. Et j'étais étonné, c'était plutôt quali. Donc ouais, après ce qui est cool, c'est que ça veut dire qu'on va refaire des collectors sur le tome 2. Mon seul problème avec cette série, c'est que les Américains sont très en retard dessus. Ouais, parce que on les voyait, parce que moi il me semblait qu'il y en avait déjà 2 pour cette année et en fait au final normalement on devait en avoir un deuxième là ouais, hier, il aurait dû sortir hier et en fait il est décalé à je sais même plus je vais te dire ça en regardant mon planning, mais il est décalé à l'année prochaine et on en aura peut-être qu'un seul l'année prochaine. Et il y en a quand même 8 dans le programme. Donc si on met 8 ans, tu vois, j'espère que Geralt il a de l'endurance, que dans 8 ans peut-être les gens ils seront passés à autre chose quand même. Ouais, c'est ça. Surtout si Liam Hemsworth se montre pas aussi convaincant qu'Henry Cavill et n'a pas la même fanbase de Thirst dessus. Donc, ça va dépendre de CDP et pas de Netflix. J'ai l'impression que la saison 1 tout le monde s'est enflammé, la saison 2 tout le monde s'en est un peu foutu. Du coup, mais comme souvent avec les saisons de Netflix. Oui, et puis comme avec tous les phénomènes, en final. C'est dur de maintenir franchement, par Game of Thrones, je trouve qu'il y a quand même très peu de phénomènes qui ont réussi à maintenir une hype tout au long de leur existence. Ouais, et puis Game of Thrones, faut voir comment c'est retombé aussi quand sur les ils ont sorti la fin, là. Ouais, c'est sûr. Où est-ce qu'il est, mon Witcher dans ton planning, parce qu'il regarde son planning 2023 sur son téléphone. Non, mais pour l'instant, il est sans date parce qu'en fait, on attend une réponse de Dark Horse. Ouais. Mais c'est l'année prochaine, hein, c'est sûr. Dès qu'on a les fichiers, boum bam boum, on rappelle DK, il nous refait une couverture du coup et exclu et voilà. J'espère qu'on pourra maintenir le prix de lancement à 9,95 là pendant les 6 premiers mois et parce que je trouve ça cool du coup vu que c'est des faibles paginations. Mais parce que vous comptez pas, enfin, ou vous avez un peu augmenté vos prix cette année ou vous allez devoir le faire. On a augmenté là dans le courant de l'année. Ça, je me rappelle. Ouais, d'ailleurs, j'étais pas toujours au courant. J'en place une pour mes collègues. En fait, ouais, de toute façon, globalement, la politique là qu'on s'est qui nous saute à la gueule parce que c'est pas un choix, c'est vraiment ce qu'on est obligé de faire. C'est si on veut faire des indés, il faut les faire cher et du coup les faire bien avec des effets de fab et tout. Parce que sinon on perd de l'argent et si on perd de l'argent juste on les publie pas, si on les publie pas c'est la culture qu'empathie, notre métier sert pas à grand chose, enfin voilà c'est un cercle vicieux et aussi des versions du coup souples, plus accessibles à tout le monde et tout ça, mais pas forcément sans effet de fab par ailleurs, mais on va y revenir tout à l'heure en parlant de TMNT. Ça c'est la logique de base, donc ça fait qu'on a un Blue and Green qui va sortir à 25 balles, ce qui est hyper cher, j'en suis conscient. Après, le bouquin est assez épais quand même. Puis c'est un chef-d'œuvre absolu, donc bon, à un moment, on peut réfléchir avec le portefeuille, mais il faut aussi réfléchir avec qu'est-ce qu'on a envie de lire. Et vraiment, Blue and Green, c'est pour moi. Oui, ça se mesure pas forcément en temps. Ça va, c'est pas juste le temps que tu passes à lire, c'est ce que tu passes 1 heure à lire un truc très bien. Mais là, c'est le chef-d'œuvre de Ramvé, quoi. Donc en fait, c'est pas rien. Tu vois, c'est un bouquin qui est pas facile. Parce qu'il y a un dessin entre Dave McKean et Sienkiewicz de Anand, qui est un fidèle ami de Ram, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un putain de chef-d'œuvre. Après, les gens qui nous écoutent savent qu'on en a déjà parlé lors de sa sortie VO, donc je pense que c'est déjà. Vrai t'avais dit que c'est incroyable. Il est pas facile en VO. Moi, je suis saxophoniste. Parce que le vocable en VO, oui, en plus, toi, tu fais du saxo. Donc mais le vocable en VO est pas simple. Nous, on en a chié à la trad. C'est Maxime Ledin qui traduit, du coup. Ouais, encore. Qui avait traduit The Savage Change aussi. Exactement. Et Lock and Key. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un trad d'exception. Il a traduit Lovecraft aussi, tout Lovecraft en français et tout. Enfin, voilà, c'est une brute. Et il en a chié, quoi. Je peux te le dire, il était là, putain. Les Britanniques, de toute façon, en général, c'est plus dur à traduire que les Américains. Mais là, il y a des moments, il a un peu, tu vois, il y a eu des petites réunions de crise sur certaines bulles, quoi. Et au final, je suis trop content de la prod qu'on a sortie dessus. Je suis content de l'objet, même si je l'ai pas encore vu, il est pas encore arrivé au bureau, malheureusement.
Petite confession, parce qu'on est chez First Print, donc on peut tous dire, il a failli juste pas sortir. Parce que même à 25 balles, en fait, on perd de l'argent. Parce que c'est un tout petit tirage, parce que c'est comme ça. Parce que la mise en place est faible et tout. C'est-à-dire que mais c'est parce que ça intéresse pas les libraires alors? C'est-à-dire qu'une fois que les rebrés l'ont présenté, ils veulent pas en commander, quoi, alors? Je sais pas. En tout cas, oui, il y a pas beaucoup de commandes, ça c'est sûr. Donc d'ailleurs, si vous voulez aider les indés, allez les précommander chez votre libraire, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire, parce que souvent votre libraire, on n'a même pas entendu parler. Quand il a fait son rendez-vous repris, c'était un bouquin parmi les 400 que le repris lui a présenté, et il a pas fait attention que c'était le truc du mec de Layla Star et de D. Savage Shores, quoi. Donc, aller précommander, ça peut aussi aider votre libraire. Ce qui est curieux, parce qu'en plus, D. Savage Shores a quand même été vachement mieux identifié chez les libraires. Les deux sont à plus de 5000 exemplaires. Layla et D. Savage Shores. C'est ça. Donc c'est ça qui est bizarre. Bah, écoute, y a pas de logique. Après, peut-être que les planches font peur, le côté Sienkiewicz, tu vois, je sais pas. Bah, il y a un côté très expérimental, mais justement, là aussi, c'est très bizarre parce que, enfin, Dave McKean, limite, c'est un auteur qui est plus apprécié par des lecteurs, pas comics, en fait. Et qui sont plus, donc, dans la recherche de... C'était le même débat sur D. Savage Shores à l'époque, d'ailleurs. Ouais, de la BD intello, du roman graphique, les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et, ça paraît presque curieux parce que Dave McKean, c'est chez Futuropolis, c'est tout ça. Donc, donc c'est peut-être très bizarre, en fait, de voir qu'un auteur qui a pourtant clairement les mêmes aspérités artistiques. C'est pour moi toute la fascination que j'ai pour Ram, c'est un mec protéiforme, littéralement, quoi. Il sait tout faire. Il sait faire tous les genres, il a envie de faire tous les genres. Anand, il l'emmène dans des territoires graphiques complètement dingues et tout. Et voilà. Après, je suis pas défaitiste. Des fois, t'as des mauvaises mises en place, mais en fait, tu vas vendre tout ton premier tirage très vite parce que les gens vont se rendre compte que c'est le truc à lire au mois de janvier. Et je pense qu'en comics, je sais pas ce qui sort au mois de janvier, je regarde pas trop ce qui se fait ailleurs, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup mieux qui sortent ailleurs, honnêtement. Tellement c'est un chef-d'œuvre. Donc, du coup, c'est notre traditionnelle sortie Angoulême. On a toujours un bouquin un peu plus intello que le reste de l'année sur Angoulême. Parce que c'est Angoulême, tu vois, c'est un peu genre d'ambiance. Les gens, ils ont un peu plus envie de dépenser de l'argent dans des trucs qu'ils liraient pas forcément au mois de juillet, quoi. Il y a une vraie saisonnalité chez les lecteurs. Ça, j'ai mis des années à le comprendre, mais c'est vrai. Puis vu comment ça fait froid dans le dos, par contre, ce sera de saison, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Même si je peux en remettre une couche, il y a certaines planches qui sont glaçantes, voilà, donc ça c'est bon. Il y en a qui réchauffent aussi, par ailleurs, si on peut être dans le mauvais jeu de mots. C'est vrai. Donc on va commencer par ça en janvier. En février, on n'aura pas de sortie. En mars, on a une double sortie. Et quelle double sortie? Tu as assisté tout à l'heure à une réunion effet de fab sur le C'est vrai, j'ai pu voir. Shredder in Hell. Oui. Bouquin que j'attends, tout le monde le sait, mais j'en parle depuis 5 ans. Ouais, ça fait longtemps, parce que moi je sais qu'on a déjà dû en parler 2 fois, en fait, dans Mathéus travaillait dessus quand il est venu il y a 5 ans. Ouais. Enfin, il y a 4 ans et demi, du coup, maintenant, parce que ce sera dans 4 mois, donc, comme en plus on a The Last Ronin qui nous a un peu repimpé, là, sur les tortues. Même bouquin. Bête d'effet et tout. Vous verrez, le bouquin sera vraiment très joli, tout ça. On a en même temps le même mois, et ça paraît logique puisque les deux vont ensemble, le tome 19 des Tortues Ninja, la série régulière, qui est le dernier tome de ce volume. Du coup, on parle en volume en comics, j'ai pas trop oublié les termes. C'est l'anniversaire des 5 ans des Tortues avec cette double sortie. 5 ans des Tortues chez vous. Évidemment, oui, sinon elles auront 40 ans en 2024. Voilà, c'est ça. Et c'est le retour de Mathéus en France, du coup, qui va revenir pour une tournée de dédicace, qui devrait être la même qu'il y a 5 ans, parce qu'on trouve ça marrant de refaire la même. En même temps, j'entends bien que Angers, Rennes, Strasbourg et tout ça nous appellent de leur vœu, et donc peut-être qu'on va aussi, en plus, ou juste pas faire comme à l'époque, c'est encore en discussion. Là, en fait, Mathéus a des trucs à boucler pendant les 4 mois à venir, donc c'est soit fin mars, soit début avril, on est en train d'en discuter. Mais je suis trop content, parce qu'on va fêter les 5 ans en grande pompe, et surtout, il y a un nouvel élan sur les tortues. À l'époque, il y avait un élan, puisque on savait pas encore que ça allait être la merde sur les tortues, mais depuis, il y a eu tout ce qui s'est passé. On a fait annuler la parution 3 fois, je me suis battu comme un dingue et tout ça. On a réussi, et je remercie tous les gens qui ont soutenu et qui ont vraiment fait du bruit autour des tortues, à recruter suffisamment de lecteurs pour que la série puisse au moins continuer. Là, on sent qu'il se passe un truc autour des tortues. Tu sais, des fois, il y a un truc dans l'air. Il y a un truc, et il y a de comme avec Spawn, tu vois, je trouve un peu. Ouais, c'est ce retour. On a une tease un peu, effectivement, qui est assez logique. Hein, on le voit dans d'autres domaines culturels, mais et donc on a envie d'en profiter. Il y a le film de Seth Rogen dont j'ai pu voir des petits bouts qui va être exceptionnel à l'été. Il y a d'autres actus tortues dans le courant de l'année. Il y aurait même pu en avoir une grosse en début d'année, mais malheureusement, voilà, au dernier moment, ça s'est pas fait avec l'ayant droit. Donc non. Tu voulais faire venir des auteurs à Angoulême, un truc comme ça? Je peux pas le dire parce qu'en fait, il y a des chances que c'est pas parce qu'on le fasse pas. Moi, je crois qu'on se disait tout dans First Print, mais visiblement, on peut pas. Non, celle-là, je peux pas. Non, parce qu'en fait, je sais. C'est un peu comme Ito qu'on aurait dû faire en 2022. Finalement, on le fait en 2023. Donc, j'avais un peu rien dit quand on l'avait pas fait en 2022, si tu veux. Bah oui, non, bien sûr. Et sans aucune garantie qu'il faut soit les bras plaies pour le faire en 2023. C'est pareil sur les tortues. C'est pas parce qu'on l'a pas fait cette année. Même, en fait, cette année, c'est passé à
10 minutes d'être fait. Enfin, tout le monde était d'accord, les gens travaillaient sur l'expo et tout, tu vois. Et du coup, c'est les 40 ans l'année prochaine. On espère que. Voilà. Mais c'est pas moi qui décide. Je ne suis pas DA d'Angoulême. Très bien, ouais. D'ailleurs, je le dis, l'équipe d'Angoulême, la nouvelle équipe d'Angoulême est mortelle. Sonia, Clémentine, Fausto et tout ça, c'est une très très bonne équipe et j'espère que sur les comics on pourra participer à ça dans le futur aussi, et parce que voilà, il y a des vrais trucs de ouf à faire dessus, quoi. Et les 2 personnes qui travaillaient sur l'expo aussi, merde, du coup je l'ai dit, sont des gens, des vrais passionnés qui avaient vraiment envie de se prendre la tête, et on parlait d'aller voir des collectionneurs privés et tout, enfin tu vois, de faire un vrai beau truc que nous on appelle Kevin Eastman et Peter Laird, enfin tu vois, tout un truc. Donc bon, c'est remis à voilà, tard, peut-être mais j'espère que ça se produira dans le futur. Avril, on aura Rick and Morty Worlds Apart, qui n'est pas un boys band, qui est juste un spin-off de Rick and Morty, du coup sur les multivers, comme vous pouvez vous en douter. C'est ça, parce que tu continues de pousser la licence en publiant les différents, parce qu'il y a, en fait, quand tu regardes chez Onipress, t'as plein de spin-offs. En fait, ils ont arrêté la série régulière avant de la relancer cette année-là, en 2023. Il me baille dans le micro, tu me dis si je t'emmerde, hein. Mais non, excuse-moi, je t'ai dit, je me suis couché à 3h du matin. Je suis désolé, je suis super fatigué. Pardon, en plus c'est impoli, je suis vraiment désolé. Non, t'inquiète, Jack, il y a plein de spin-off Rick and Morty maintenant. Donc, du coup, comme ils ont arrêté la série régulière et qu'ils la relancent l'année prochaine. T'as fait Rick and Morty en enfer cette année aussi. C'est ça, que moi j'adore. Je sais qu'il a pas été plébiscité, moi il me fait trop marrer. Mon humour qui collait avec ce truc un peu cynique de se moquer des corporations et de l'administratif et tout ça. Donc là c'est pareil, en fait c'est le même programme que les Pocket Morty, les aventures de Monsieur Boîte à Caca, tu vois, tout ça. Et donc là c'est Worlds Apart. On en aura 2 l'année prochaine, je crois, de spin-off. Il y a Ever After aussi qui se passe dans le pays des fées, qui est très rigolo. Et du coup ça permet d'avoir de la nouveauté Rick and Morty et de continuer à, on adore Rick and Morty, enfin tu vois, ça fait partie de l'histoire de les comics, hein. C'est notre tout premier bouquin après tout, donc Rick and Morty tome 1 et The Few, tu vois, c'était notre tout premier office, quoi. Donc il y aura ça. En mai on n'a pas de sortie, mais à mon avis c'est The Witcher tome 2. C'est juste que pour l'instant on est sur un placeholder. C'est ce que tu essaies de placer alors. En juin on a les micro-séries Heroes de TMNT, les fameuses. En juillet on a 2 trucs très très importants. C'est We Only Find Them tome 3, dernier tome de la série, de Ali Wing et Simone Di Meo, avec, j'espère, des petits bonus, tout ça. On se parle beaucoup avec Simone, donc on a réfléchi à des choses un peu exceptionnelles pour l'édition française. Et surtout, l'intégrale 1 de TMNT en souple. Okay. Et alors, mon cher Arnaud, qu'est-ce que c'est l'intégrale TMNT en souple? Parce que je t'ai déjà entendu en parler dans d'autres médias, sur des spaces ou sur d'autres vidéos, donc j'étais jaloux, forcément. J'étais très jaloux de pas avoir la primeur de l'info, mais ce n'est pas grave. Tu vas effectivement pouvoir en développer. Mais surtout qu'en plus, toi, tu t'étais pas forcément. On a quand même, enfin, les gens qui nous écoutent savent qu'on n'était pas toujours d'accord sur les questions de format, notamment, et que pour toi, le comics. Mais on n'est pas d'accord sur grand chose avec Arnaud, faut le savoir. C'est vrai, oui aussi. On s'aime bien, mais c'est vrai qu'on on ferait pas la même les collections forcément. On aime juste Hidetaka Miyazaki tous les deux, quoi. Voilà. Après, qui n'aime pas Hidetaka Miyazaki? Et du coup, donc, tu passes quand même sur du souple. Ouais, parce qu'en fait, à force de m'entendre répéter ça dans les commentaires et tout, puis comme j'ai les vidéos là où je parlais un peu du marché et tout ça et machin, donc elles ont été beaucoup vues, beaucoup relayées, beaucoup commentées et tout, donc j'ai lu plein de choses, j'ai regardé les réactions des gens et souvent ça revenait de le souple tranquille, tant que c'est bien fait et tout ça. Et donc je me dis, bien faire du souple, c'est possible. Alors moi, ça me faisait un peu mal au cœur au début, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que je me suis fait à l'idée, en fait, je suis prêt, tu vois, ça me dérange pas du tout de faire du souple. Le truc est, je voulais, sur Rick and Morty, ce qu'on fait, allez, comme ça je le dis, même si ça sortira en novembre, on y reviendra après. Sur Rick and Morty, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la DA X-Ray, je l'appelle, donc rayon X, qu'a fait Onipress sur la série. Donc en fait, c'est des intégrales, des volumes doubles. On prend le tome 1 et le tome 2 de Rick and Morty, on les colle ensemble, on met une nouvelle couverture, potentiellement des petits bonus, et on met cette couverture rayon X où en fait tu vois Rick et la moitié c'est son squelette à l'intérieur et tout ça. Et elles sont très belles, il y a tous les persos, t'as de quoi faire 10 volumes comme ça. Et là, si je vous dis ça, les fans de Tortue en VO savent qu'il y a un truc qui ressemble beaucoup à ça, qui s'appelle la IDW Collection en VO, qui est la collection qui réunit les Tortues Ninja dans le sens de lecture, série principale plus spin-off intégré aux bons endroits dans la lecture, dont certains inédits en français, puisque moi, par exemple, Kazé en April, je pouvais pas le faire, sinon j'allais en vendre 250 exemplaires, tu vois. Et en fait, moi, le problème que j'avais avec cette IDW Collection, c'est que je voulais la DA, donc avec le premier tome, je crois,
t'as Raph, ou c'est peut-être Léo, mais en tout cas, il a le bandeau rouge, puisqu'au début, ils ont encore les bandeaux rouges. Et après, t'as les 4 Tortues, puis Splinter, puis April, puis Bebop, puis Rocksteady, puis Shredder, etc., etc. Il y a 14 volumes aujourd'hui de la IDW Collection en VO, donc autant dire qu'on n'a pas fini. Et là, je crois que c'était à l'Opex, d'ailleurs, le dernier. Et j'adorais cette DA, et je me dis, putain, c'est le bon moyen de donner un second souffle à la série, d'intéresser d'autres gens, un autre public, parce qu'il y a un vrai effet collection, tu vois, là-dessus. Mon boss, qui est aussi un fétichiste des objets livres, me dit, non, mais rien à voir. Moi, lecteur casu, fan des Tortues dans les années 90, avec un peu de pouvoir d'achat aujourd'hui, qui passe dans un rayon, ton cartonné là avec une couverture très comics, je m'en tamponne, je lis tome 17, tu vois, je dis c'est bon, l'exploitation, tu vois. Le problème, c'est que voilà, t'as une série qui a une belle longévité, parce que du coup, t'as quand même réussi à publier les 19 tomes, mais c'est vrai que c'est vrai, faut le rappeler, et t'as raison, parce que même moi je me rends pas compte, mais putain, on a fait 19 tomes d'une série en comics. C'est pas tous les jours, quoi. Ouais, c'est quand même pas rien. Et mais c'est vrai que par contre, quand le tome 19 il sort, et même si après tu fais un relaunch, c'est vrai que pour continuer de vendre la première série, ça te compliqué de dire bon accroche-toi, faut que tu ailles retrouver le truc sorti il y a 5 ans et c'est clair. Même si du coup c'est vrai que tous les gens qui ont suivi en cartonné, ils auront l'avantage d'avoir une couverture inédite pour la France, qui est pour moi un des plus beaux dessins de Mathéus ever, qui est le tome 0 du coup. En fait, on avait tellement mal démarré aussi à cause de cette histoire du contrat Soleil US Comics quand on a commencé. Mais c'est ça, en fait, qui nous a foutu dans la merde, tu vois. Vraiment, c'est le fait que notre tome 1, c'était le tome 5 en VO, ou 4, mais 5, je crois que c'est 5. Hein. Arnaud me fait 4 avec ses doigts, il me met le doute. Et ça nous a foutu dedans parce qu'en plus, c'est pas un bon tome. La guerre de Krang, notre tome 1, il est pas bon, la couve est pas très belle. C'est un des moins bons tomes de la série. On va pas se mentir, c'est un des moins. Et le tome 2 est génial. Tu vois, tu commences Sitiatoire, Dark Léo et tout, bam, bim, boum, la hype, tu vois, Shredder et tout. Enfin, et Mathéus qui arrive au dessin et tout. Et ça nous a foutu dans grave à l'époque parce que t'avais besoin d'expliquer aux gens non mais en fait tranquille, après il y a un omnibus qui est un tome 0 qui va arriver mais pas tout de suite, tu vois, parce que pendant longtemps il a pas été là ce tome. Vas-y, le lecteur moyen de comics à qui moi j'avais envie de dire, en fait, pour les gens qui connaissent pas un peu et qui ont pas envie de faire l'effort, c'est mais ces gens-là dans mathématique, le comics, c'est 500 personnes. Ouais. Donc c'est pas un business model, 500 personnes dans l'édition. Et parce que oui, la comics c'est si petite, c'est pour ça que vous voyez toujours les mêmes têtes. Du coup, moi mon argumentaire c'était j'entends beaucoup que les comics c'est compliqué par rapport au manga, alors qu'un manga tu prends Bleach tome 1 jusqu'au tome 72, enfin non, c'est Naruto qui a 72 tomes, Bleach je sais plus combien il y en a. Mais en gros, tu prends ton tome 1, tu lis le tome 2, 3, 4 et t'as l'histoire dans l'ordre. Bah là ça peut pas marcher comme ça avec les comics si d'emblée ton tome 1 c'est pas ton tome 1, tu vois. Et alors que moi je leur disais ça, je disais aux gens non mais ça va aller, c'est simple à suivre, Rick and Morty tome 1, tome 2 et tout. Et sur les Tortues on était bloqués. Là au moins pour les gens qui étaient pas là ces 5 dernières années, parce qu'ils sont a priori plus nombreux que les gens qui étaient lecteurs de Tortues, ils vont pouvoir prendre un vrai tome 1 dans les mains. Ceci dit, du coup, il m'est arrivé un petit problème avec IDW. C'est-à-dire que moi, j'appelle mes contacts chez IDW et je leur dis, et chez Viacom et tout ça, et je leur dis, ouais, on aimerait la DA de la IDW Collection, mais on fait pas exactement la IDW Collection. On colle 2 tomes en un et puis on les sort à 25 balles, tu vois, en gros, en souple. Et là, IDW me répond à ma grande surprise, non. Et je fais, comment ça, non, on s'entend bien et tout. Enfin, je veux dire, on bosse bien sur la Tortue ensemble, vous voyez bien tous les efforts qu'on fait et tout. Ils font, non, mais la IDW Collection, c'est différent. Nous, on peut pas, tu vois, donc c'est plus Bobby. Avant, c'était Bobby Curnow qui était l'éditeur des Tortues. Il est plus là, mais c'était lui qui avait créé la IDW Collection et tout. Et donc, tu vois, il y a un peu le truc de, ouais, non, Bobby, il aurait pas trop été d'accord et tout ça. Et, moi, je dis à Julie, donc, mon éditrice, je fais, qu'est-ce qu'on fait, du coup, est-ce qu'on force? Parce que comme je connais la dame qui s'occupe de la licence Monde, j'aurais pu aussi un peu forcer, bypasser et tout, mais tu fais pas ça. Tu vois, je veux pas faire ça à IDW, je m'en sens très bien. Julia Borden, qui est arrivée chez IDW il y a 1 an et demi, est géniale. Enfin, c'est une super nana avec qui on a des échanges de qualité et tout. Et donc, je voulais pas, tu vois. Parce que c'est vraiment une boîte avec qui s'entend bien, on a une belle histoire avec eux. Et du coup, je me réveille un matin, je me dis, pourquoi on fait pas juste la IDW Collection, en fait? Dans l'ordre, comme les ricains. C'est-à-dire que, oui, il y a des chapitres qu'il va falloir retraduire, puisqu'on les a pas traduits, nous, encore en français, mais déjà, c'est minime. Donc, en termes de coût de prod, ce qui va m'intéresser, moi, aussi, dans mon métier, on n'est pas forcément super élevé. C'est de l'argent et tout, mais c'est pas super élevé. Le lettrage, et tu vois, la trad et tout. Et puis, ça va permettre à des gens qui nous réclament aussi certains spin-offs de les avoir dans ces conditions-là. Alors, le vrai problème, c'est pour les gens qui nous lisent depuis le début. C'est la même chose que Paka et les enfants d'Hippocrate qui augmentent d'1 euro chez Mangetsu. Les gens qui vont le plus subir, c'est les gens qui soutiennent déjà.
Et donc, sur les tortues, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais abusé, du coup, moi, j'ai pas les histoires inédites alors que je lis en cartonné depuis l'époque. Oui, alors l'explication est simple. Je ne pouvais pas sortir ces histoires puisque le marché me le permettait pas. Vous avez bien vu que les micro-séries Villains, on a mis longtemps avant d'y arriver. Et 2 ans de négociation pour un livre. Et si je fais ça avec tous mes bouquins, les gars, je m'en sors pas. Et je l'ai fait parce que c'était les tortues et j'ai cassé les ronds à tout le monde ici pour qu'on le fasse, tu vois. Et envers et contre tout et contre tous et contre la raison surtout, tu vois. Et au final, ça se passe pas si mal. C'est pas un bouquin sur lequel on sera rentable, mais ça se passe pas si mal. Et au moins, on l'a sorti. Tu vois, on a rempli un peu la mission. Mais il y a quelques petits chapitres, ça et là. Ça concerne, allez, sur les 10 premiers tomes de la IDW Collection, je pense qu'on parle de 100 pages à peine. Mais oui, il y aura des trucs qui sont pas dans les versions cartonnées. Ceci dit, les IDW Collection, elles sont là pour être dispo aussi. Et en fait, cette version cartonnée, notamment parce que la crise des matières premières nous frappe très très fort sur le carton, en fait, je pense que l'édition cartonnée de Tortue telle qu'elle est aujourd'hui, dans 3 ans, elle devient introuvable. Dans 3 ans, c'est spéculation partie sur les réseaux. Parce que on pourra pas continuer à la réamp tout le temps, parce qu'on va privilégier désormais la IDW Collection en souple, a priori autour de 30 €. Pourquoi 30 €? Parce qu'il y a 450 pages par tome. C'est des boules d'or, les trucs. Ils sont pas hyper épais parce que t'es sur du brochet, donc avec la colle et tout, c'est pas hyper énorme. Si on le faisait en cartonné, ça ressemblerait à un Sandman, quoi. Tu vois. Ensuite, on s'est dit, putain, la DA, elle défonce. C'est mon boss qui m'a dit ça. Vraiment, je veux rendre à César ce qui lui appartient. Il m'a dit, viens, on fait un effet de fable de ouf. Et je veux pas vous dire quoi aujourd'hui. Je sais pas si je le dis dans la vidéo iComics qui sort ou pas, je me souviens plus. Bon, je peux te le dire, on est chez nous. On réfléchit à un vernis 3D sur les couvertures. Ce qui fait qu'en gros, t'as la tête de ta tortue en relief, quoi. Ton personnage, il est en relief. Le bordeaux et tout ça, tu peux le toucher, tu vois, t'as le creux dans les yeux et tout ça, quoi. C'est un effet de ouf. Et en fait, ce serait un souple qui serait très beau et qui serait goulu en termes de contenu et avec un peu d'inédit et tout, en plus, par endroit, en tout cas. Ça et là, je vais dire. Et a priori, à 35 €. Et à l'heure actuelle, j'aimerais qu'on ait un prix de lancement à 30 balles. Je ne dis pas ça publiquement pour mettre la pression à mes commerciaux. De toute façon, c'est eux qui auront la décision comme à chaque fois qu'on parle de prix. Et puis ils nous écoutent pas, donc. Mais peut-être, on sait pas. Tu nous écoutes, Raoul? Louis? Mais voilà, je pense que c'est la bonne méthode. C'est un beau souple. Vraiment très beau, avec un bel effet collection et tout. Tu vois, genre vraiment, il va être beau avec des vrais dos de la IDW Collection qui appartiennent qu'à cette collection et tout. Si possible, à 30 balles en prix de lancement pour chaque tome, ce serait mortel. Parce qu'à 30 balles, les 450 pages couleur et tout, avec un vernis, franchement, c'est une aubaine. Oui, ça fait du souple relativement cher. Mais les gars, faut voir ce qu'il y a dedans. C'est l'équivalent de 4 tomes, tu vois. 4 tomes à 30 balles, ouais, c'est pas mal quand même. C'est un peu comme ce qu'on avait fait sur Warren Ellis à 30 balles, les 3 gros tomes, tu vois, à l'époque avec Super God, No Hero, Black Summer. Oui, puis sur la question du souple, de toute façon, tu auras l'avantage d'avoir d'autres éditeurs qui sont aussi en souple et qui, par rapport, enfin, que même avec un prix comme ça, je pense que l'argumentaire sera facile, c'est toujours. Alors, je t'avoue que comme je suis un gros con, j'ai même pas du tout regardé les prix des autres éditeurs et que quand tu me le dis, du coup, j'y pense, mais si ça me rassure ce que tu me dis alors. Oui. Si tu me diras, mais non, mais il y a une petite maison d'édition qui lance un truc bientôt qui a l'air mortel, par contre, vraiment. Par contre, je pense que mais c'est un petit volume souple de même pas 200 pages. C'est caustique ou c'est vraiment une petite maison qui lance un truc? C'est vraiment une toute petite maison. Je crois que tu me parlais d'Urban qui lançait encore une promo. Non, pas du Carrefour, tout. Non, c'est vraiment une petite maison qui arrive et qui viendra sur First Print de toute façon, évidemment. Et qui sort un album qui a l'air vraiment génial, mais par contre, c'est vrai que c'est un souple à 25 € et qui est pas non plus très épais. Et je me dis, ça reste de freiner, donc je pense que ton truc à 35 machin. De toute façon, sur le comics. Et puis techniquement, Vestron a des souples aussi qui sont à 18 balles. Donc, après, voilà. SO Vestron, d'ailleurs, ils font un peu de tortue, si j'ai pas de bêtises, puisque ils ont fait Body Count, ils ont fait Body Count et Winters. Et ils en feront d'autres, puisque moi, du coup, Viacom est venu me chercher en disant est-ce que tu les veux? On a une première option du sous, et je peux pas les faire, donc j'ai dit non, et donc je pense que ça sortira chez eux, et tant mieux d'ailleurs. Après, c'est pas pour les blâmer, mais juste dire que toi, techniquement, on fait pas le même métier. J'ai Vestron, ils ont des tout petits tirages et tout, c'est un très indépendant et tout ça. On est achète, tu vois. On est, voilà. Donc, mais non, mais tant mieux du coup si les prix sont ok. De toute façon, sur le comics, les prix ça va aller de pire en pire. C'est des pages couleurs et du carton dans la majorité des cas. Il y a rien qui prend plus cher dans toute l'édition que le comics et la BD. Mais tu t'es pas dit que même par exemple pour tes nouveautés indé, que tu veux pas les proposer en Mais non, il y a des gens qui ont des belles collections avec comics depuis 5 ans. Moi, je pense à eux. Hein. Oui, mais une collection ça peut évoluer. Ah non. Tu vas faire comment avec tes dos et tout chez Watt derrière? Et moi, moi, très mauvaise question parce que. T'as vu comment c'est rangé chez Watt aussi, frérot? Normal, t'en fous. Ils sont empilés, un coup, il y en a de traviole, un coup, non, moi, je pense aux gens qui rangent leurs livres.
Mais je les range quand même, c'est parce que j'ai plus de place pour les ranger. Non, mais ce que je veux dire, non, mais je te parle pas de continuer une série, de changer le format en cours de route. Mais là, je sais pas, par exemple, Bowling Green, il est en cartonné quand même, tu vois. Oui. Ah bah oui. Pourquoi ne pas l'avoir sorti dans un soupe, en soft? Parce que t'es ouf. Tu sais, moi, j'ai déjà fait un grand pas en allant sur Rick and Morty et Tortue en soupe. Non, là, je suis pas prêt, ça. Attends, je t'explique juste ma pensée. C'est ma collection d'indés chez iComics. Oui. Moi, je les regarde tous côte à côte. C'est mes bébés, tu vois. Vous voyez qu'on s'entend pas, en fait. On s'insulterait si on n'était pas enregistré. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je suis allé chez Mathieu Bablé il y a pas longtemps et j'avais vu des vieux souples du Hawkeye de Fraction et Hara chez Panini. Mais ils sont très bien. Le format est très bien. Ils sont, ouais, c'est ça. Enfin, c'était très bien. Je me dis que tu pourrais très bien faire, mais là, je vois très bien que. Mais tu es libre de kiffer ça, hein. Non. Bah, d'ailleurs, c'est du Big Two, hein. Non, mais les We Find Them, non, mais je me dis, les We Find Them, dans un souple, mais de qualité, machin, et que tu peux vendre un peu moins cher, est-ce que c'est pas. Oui, mais je vais pas le faire en cours de route. Je t'ai dit. Non, pas en cours de route, mais c'est pour ça, pour tes nouveautés. Si les Tortues Eric fonctionnent, non, la nouveauté passera toujours par le carton. Ok, bon. Il y a des règles un peu, les gars. Il veut pas. Non, il y a des règles. Calmos. Non, le hardcover, c'est trop important. Le TPB, ça fait partie de la culture, donc c'est pas gênant, mais c'est autre chose. Et souvent, d'ailleurs, c'est comme les US, hein. Les US font le hardcover en premier quand ils compilent une maxi-série. Ah non, justement, ils passent par le TPB et après, ils font le hardcover pour leur version de luxe. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Non, ça dépend. Image, c'est le TPB à 10 balles et puis Image, après, t'auras le de luxe à truc, mais même d'ici, ils font pas tout le temps du. J'ai pas de TPB d'ici, donc ça va, je suis. Bah, moi, je te dis, parce que j'en ai acheté fut un temps. Dieu m'en préserve. Les grosses licences, t'avais des grosses licences comme le Batman de Capullo qui était direct en hardcover, les Batwoman, ou d'autres trucs, c'était direct en softcover. Ça dépendait vraiment de ce que ça avait vendu sur Galichos, tu vois. C'est vrai, non, t'as raison. Voilà. Non, pour moi, le hardcover doit passer en premier. Par contre, c'est ta conviction. Dans un deuxième temps, si ça fonctionne le souple, je serais ravi de refaire We Only Find Them en souple avec une nouvelle couverture. Parce qu'évidemment, l'enjeu d'aller faire une intégrale d'un indé derrière, bon, déjà, t'as déjà amorti tes coûts. Le fameux FDN ADV, faire du neuf avec du vieux, tu vois. Et bon, alors sur le comics, t'amortis pas vraiment tes coûts parce que le marché est trop chaotique pour ça. Mais j'appelle Simo, je lui dis ok, on fait une couverture. D'ailleurs, on en a une qui est prête, hein, c'est le jour où on fait l'intégrale souple We Only. La celle de Canal BD qui avait pas été prise au final. Exactement. Ouais. Pareil sur Beater, pareil avec Invisible Kingdom, tu vois. Je serais ravi d'appeler Christian Ward et de lui dire ok, tu nous fais une couve, on fait une intégrale Invisible Kingdom et tout. Ça, ce serait mon rêve. Mais on en est loin. D'abord, on va lancer là en juin juillet, ouais. L'intégrale tome 1 de l'IDW Collection, du coup, avec ce vernis 3D, Inch'Allah. Et j'espère avec 30 € de prix de lancement et tout ça. Et après, on verra. Pourquoi juillet d'ailleurs? Parce que le film sort au cinéma, en France, le 4 août. Donc, on sort juste avant le film et on va essayer de profiter un peu de ça. C'est pas le moment où on fait les meilleures premières semaines. Par contre, c'est peut-être un bon moment pour tenter d'espérer une mini Tortumania chez les gens et que ce bouquin-là soit dispo. Et je vous le dis, si vous aimez les tortues autant que nous, ça va être le moment de soutenir. Il va falloir faire du bruit sur ce livre-là à ce moment-là, parce que c'est potentiellement le livre qui va permettre de faire beaucoup plus de choses sur les tortues dans le futur. Est-ce que tu vas te déguiser en tortue sur YouTube du coup? Je pense pas. Zut. Non. En plus, je suis dans l'économie. Vu que je tourne les vidéos iComics littéralement, en fait, avec Jean-Victor, souvent, il est très pressé parce qu'il travaille chez Combini. Et donc, quand il vient ici, on tourne vite fait là où on est la vidéo Mangetsu. Et tu vois, on fait ça en un quart d'heure, 20 minutes. Après, on fonce faire iComics et on fait ça en une prise. Et après, il fonce, il rentre à son boulot. Et du coup, non, on n'a pas le temps. J'aimerais avoir un peu plus de prod value sur les vidéos iComics. C'est un peu comme ce qu'on fait sur Mangetsu. Il y a un peu plus de montage et tout. Après, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est un peu aussi, c'est pas la marque de fabrique du truc. Ce serait con de dire ça parce que c'est juste s'asseoir à une table et parler. Bah, c'est ton esprit un peu. Après, c'est ton esprit roots. iComics, c'est roots. Quoi. En fait. De toute façon, faut pas essayer de faire genre. Tu vois, quand les éditeurs de comics font crari, on est, tu vois, non. Tu vois, c'est tout petit. Y a pas d'argent. Enfin, tu vois, calmos. On est entre nous. Les lecteurs, on les connaît tous limite. Faut pas trop, tu vois. Et le truc est en train de disparaître des librairies, donc tu vois, parce que justement, on a voulu se la jouer un peu trop beau, un peu trop machin. À un moment donné, je pense qu'il faut faire attention à ça. Faut être proche de son public. Sachant qu'en plus, la communauté comics, elle est globalement full of drama. Il y a plein de gens qui veulent incarner une forme d'idée ou quoi dedans et qui, tu vois, vont rebondir sur le moindre petit truc pour essayer d'exister un peu, tu vois. Moi, je suis très content de pas être trop dedans et tu vois, je suis éditeur de comics mais je me sens vraiment à part de tout ça, en fait, tu vois. Et des fois, tant mieux, parce que la comics, ouais, mais depuis toujours, hein, même avant d'en faire partie. À l'époque, c'était Thomas Rivière et puis, comment il s'appelle, le dessinateur, pas du garde républicain, comment c'était, Pierre Mine, qui se battait sur les réseaux sociaux, qui s'insultait, leur daronne et tout, tu vois, mais truc de ouf, 2007, hein, donc un temps
intéressant que les moins de 20 ans. Mais tu vois, ça a toujours été un peu comme ça, en fait, j'ai l'impression. Là, j'ai vu des dramas avec le retour de Comic Box et tout. Ça va, on est 500, les gars. Donc, si on se serre pas un peu les coudes, si on n'est pas entre nous à... En fait, on est autant de gens que ce qu'on était à la Paris Comics Expo. C'était pas un accident, en fait. C'était vraiment le public des comics en France. Comic-Con, c'est juste les gens, ils venaient pour Pokémon et Warner. Tu vois, c'est juste ça, la différence. Donc, arrêtons un peu, tu vois, le côté... méga corp du truc, il y a rien de tout ça, il y a plus de Walking Dead en plus, voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, on est tous ensemble et ça ira se régler sur un parking un dimanche matin. Bon, pourquoi pas, avec des bagnoles. Pourquoi pas. Ensuite, donc on s'est arrêté au mois de juillet. Yes, en août. Continuons. Et en août, on va continuer avec les Tortues, puisque juste pour la sortie du film, mais une semaine ou 2 semaines après, je sais pas exactement, ou voire fin août, qu'en général, en août, on essaie d'éviter le creux des vacances. Et ah oui, entre le 1er et le 15, là, c'est... Exactement, plutôt vers le 20 août. Ouais. Tortue Ninja, tome 1. Tortue Ninja Reborn, tome 1, pardon, puisque ça ne porte pas le même nom pour des questions aussi pratiques. Sophie Campbell, scénar-dessin. Je ne spoilerai pas ce qui se passe. Mais c'est le relaunch, c'est la suite directe de Tortue Ninja, tome 19. Avec un relaunch, avec une nouvelle équipe artistique, avec une nouvelle composition d'équipe et tout ça, dans tous les sens du terme, et en cartonné, pour les gens qui suivent les cartonnés. Et donc là, la même DA que la précédente. La même DA que la précédente et tout ça. On choisit nos couvertures au cas par cas et tout ça. On va continuer comme on sait faire et comme on sait bien faire, parce que moi j'adore nos cartonnés tortues, je les trouve très beaux. Et la collègue côte à côte, elle est super jolie et tout. Et ce qu'on fait, c'est que merde, j'ai perdu mon idée. Vous vendez des tortues vivantes pour chaque tome acheté. Non, j'aimerais bien faire un truc sur la protection des tortues avec les Tortues Ninja. Ça fait 1 an que je dois vendre. Je peux pas faire un euro reversé à une association de... Mais si, mais en fait, faut que je le fasse avec les prints de Mathéus qu'on avait à l'époque des tortues devant la Tour Eiffel. Mais j'ai pas le temps de faire ça, en fait. Faudrait que je délègue ça à quelqu'un, mais je sais pas faire. Donc, dans Tortue Ninja Reborn, tome 1, nouvelle équipe créative, suite directe, donc, des tortues. Et qu'est-ce que je voulais ajouter dessus? Je sais plus. Non, mais même recette, quoi, sur le... Oui, c'est ça. C'est que, du coup, ce tome, Tortue Ninja Reborn, tome 1, ce sera le IDW Collection, tome 15, peut-être, en 2028, pour les gens qui, eux, un mois plus tôt, vont commencer avec la... Donc, il va y avoir une vraie haute temporalité. Il y aura pour avoir 2 générations de lecteurs limite. Enfin, c'est ça. En fait, il va y avoir 50 décalages un peu, tu vois, entre eux, quoi. Sachant que nous, on avait déjà du décalage par rapport à l'apparition VO, parce que je crois que la série, le volume de Tortue, là, de IDW que nous, on publie, il commence en 2011, 2012. 2011, je crois. 2012. Moi, je dirais 11. Je sais plus. Pourtant, j'ai relu le dossier de Bigger il y a pas longtemps, donc je devrais savoir. Et du coup, voilà. Bon, après, c'est pas très grave, ce genre de décalage. Quand une série, elle est bonne. Et pour le coup, moi, ce qui me rassure, c'est que tous les gens qui lisent Tortue, ils sont accrochés et ils disent, putain, mais c'était quoi ce secret trop bien gardé? C'est ce que j'appelle l'effet Ultimate Spider-Man. Série méga longue mais méga frappe, et du coup une fois que t'as commencé tu peux pas t'arrêter et tu vas au bout, et voilà. Et on a la chance en plus d'avoir des artistes vraiment chambés, avec Tom Valls, avec Matteo Santoluco et tout, avec Sophie Campbell, avec Ben Bishop, avec Dave Wachter, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, c'est solide les Tortues et ce run et tout, quoi. Et là le tome 18 et le tome 19 sont mortels, Shredder il est mortel. Donc c'est ça qui est hyper important aussi. Moi, je suis content de publier du mainstream de qualité. J'y prends le même plaisir qu'en publiant un titre de Shueisha, du Jump, tu vois, chez Mangetsu, quoi, en fait. Et donc là, c'est cool ce relaunch parce que c'est un peu un double tome 1, tu vois, sur les 2 temporalités de la série, dans 2 formats différents, à des prix différents et tout. Et je me dis, c'est cool. Parce qu'il y a peut-être des gens, ils vont commencer à TMNT Reborn, on sait pas. Et d'ailleurs, la série a été pensée comme ça, même en VO. Tu peux commencer. Parce qu'en VO, donc c'était un numéro 101, en fait, voilà, qui a mordé. Il me semble que le premier chapitre de ce tome, c'est un énorme récap des 100 premiers numéros. Bon, alors, vite fait, hein. Oui. Beaucoup de choses à raconter, quoi. Ensuite, au mois de septembre, on aura Rain. Joel et Zoé Dorogood, que tu connais bien du coup, puisque je sais que tu as travaillé sur dans les yeux de Billy Scott chez Bubble. Oui, puis je l'ai surtout interviewé dans First Print. Exactement, elle est venue dans First Print, exactement, avec son magnifique accent de Manchester. Donc c'est cool parce que voilà, Zoé, moi c'est une nana que j'aime beaucoup, que j'avais du coup calé chez Bubble à l'époque pour Billy Scott parce que je crois beaucoup en elle. Je l'avais proposé à d'autres maisons d'édition qu'on n'avait pas voulu à l'époque. Je pense qu'ils s'en mordent un petit peu les doigts parce que la nana est en train de devenir une rockstar des comics, et c'est bien mérité parce qu'elle est trop forte et que c'est un talent rare et tout ça, et qu'elle est très drôle en plus et tout, donc ça ne gâche rien. Donc on sort Rain, histoire d'amour lesbienne, du coup c'est une histoire dans un monde post-apocalyptique. C'est un peu absurde, mais en gros t'as il pleut des cristaux géants qui traversent les corps des gens qui du coup meurent. Et donc 2 nénettes vont essayer de s'en sortir là-dedans et développer un amour fou l'une et l'autre, et c'est une des plus belles nouvelles de Joel qu'elle adapte vraiment à la perfection, et en plus c'est cool parce que
Je comprends pourquoi certains éditeurs m'avaient dit non à Billy Scott à l'époque, parce que elle n'est pas encore tout à fait trouvée dans son trait. Elle trouve son trait qu'on lui connaît aujourd'hui dans ce qu'elle fait dans Rain en fait. Et c'est très très beau. Elle s'est vraiment donné, les originaux sont tombés par terre et tout. Et donc très très bel indé. Je suis content d'avoir un petit indé au mois de septembre. On aura aussi Rick and Morty Ever After. Je vous parlais tout à l'heure Rick and Morty au pays des fées là. De l'autre spin-off alors. Exactement. Ensuite au mois d'octobre on aura TMNT Classics tome 5 comme tous les mois d'octobre. Mon cher, comment il dit, mon cher Cortex, Minus. On aura aussi le retour de Lock and Key, de l'omnibus Lock and Key. On sait pas encore si on fait. Ah oui, d'ailleurs, ce que je veux dire sur Zoé, on va essayer de la faire venir en France et tout, faire quelques dédicaces, tout ça. De nouveau, ouais. Comme elle est pas loin, donc c'est pratique. Et puis bon. Voilà, je ne vais pas vendre la mèche, mais on travaille sur d'autres choses aussi avec Zoé. Ouais. Donc ce sera pratique de toute façon à ce moment-là. Et pareil pour Lock and Key, on rêve de faire venir Joel en France. Joel donc le scénariste de Rain, comme ça tombe bien, avec le retour de l'omnibus Lock and Key, comme ça tombe bien. Oh mais dis donc. Pendant un festival à Nantes, tu vois, ça tombe bien. Donc on est en train de voir, on a aussi d'autres possibilités, notamment la Belgique et tout ça. Après c'est pas simple. Ouais, mais Nantes c'est mieux. Non, oui, mais Bruxelles c'est bien aussi. Oui, c'est vrai que la Bruxelles Comic Con. Mais Joe a eu des enfants il y a peu de temps, et donc c'est pas simple pour lui de se déplacer. Voilà, Gabriel, il habite loin parce qu'il est au Chili. Donc voilà, mais on rêve tous ici, je vous le dis en interne, de faire venir Joey et Gabriel Rodriguez. Et Joe a très envie de venir. J'ai changé plusieurs mails avec lui là-dessus. Il me dit putain, j'ai trop envie de venir. C'est quand même des trucs que vous pouvez aussi quand même envisager malgré la situation et le fait que ça a quand même un coût de faire venir les auteurs et tout ça. Ma direction me dit ouais, on peut pas sur Lock and Key. Je vais un peu mal le prendre. Oui, remarque, c'est Lock and Key. C'est un peu rentabilisé, Lock and Key. Au moins, tu peux pas le faire sur The Plot. On a vendu 250 000 exemplaires. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Malheureusement, je peux pas le faire sur The Plot. Quoi. Tu vois, j'aimerais bien, mais malheureusement, je peux pas. Donc, ouais. Et puis, bon, même pour la boîte, c'est Joel. Je vais pas rappeler qui est son père, mais et puis même lui en tant que scénariste. Lui, maintenant, il est complètement accompli. Non, mais c'est une brute. Et puis, voilà, Joey connaissait pas Junji Ito, donc je lui ai fait des petits colis et tout ça, tu vois. Donc, on a des choses à se dire. Et comment tu l'as blackmailé, en fait? Non, je t'ai fait des cadeaux, tu peux venir maintenant. Joe, toi qui es dans l'horreur de ouf, est-ce que tu connais Junji Ito? Parce que je sais que ton papa connaît Junji Ito et tout ça. Il me dit, pas du tout, mais j'ai vu que mon daron, effectivement, à San Diego, il devait y avoir une rencontre avec lui et tout. Je dis, écoute, c'est marrant parce que je suis en éditeur en France et blablabla. Est-ce que tu veux lire, quoi? Oui, il y a des acquaintances. Et donc, on lui a fait un petit colis avec nos bouquins et puis je lui ai envoyé les versions à PDF anglais et tout ça. Et peut-être qu'un jour, une petite préface. Qui sait? Ah, voilà. Qui sait? Voilà le plan. Très bien. Non, mais en plus, moi, Joe, c'est un historien de l'horreur. Tu vois, je pense que quand t'as un papa pareil, de toute façon, t'es forcément baigné dedans, quoi. Et d'ailleurs, il y a le bouquin sur Shining, là, qui sort chez Taschen, là, de Leon Krish, là, qui a l'air incroyable, ça. Donc, ce serait mortel de finir l'année aussi avec ça. Surtout que l'année Tortue, elle se calme un peu à partir de ce moment-là. En fait. Ouais. Après, le reboot. T'as l'apothéose, t'as l'apothéose autour du film, du coup, avec l'été. Et après, il faut aussi se rappeler qu'on fait pas que les Tortues. On n'est pas Tortue Ninja Comics. Voilà. Donc, du coup, le retour de Lock and Key. On réfléchit peut-être à un super ultra collector Saras, mais ça dépend aussi de l'ayant droit et tout ça. On a trippé sur plein de trucs, des maquettes, où tu peux ouvrir le livre avec une clé et tout. Enfin, tu vois, on a vraiment trippé sur des choses assez folles. Pour l'instant, on sait pas si on peut y arriver parce que ça voudrait aussi dire imprimer en Chine et c'est hors de question. Et puis le truc, c'est que quand même, ça s'est déjà beaucoup bien vendu. Donc, est-ce qu'il y a encore, il y a toujours des acheteurs, mais ça, comme on dit dans l'édition, c'est le grand mystère des succès. Naruto tome 1 était encore numéro 8 vrai, des ventes la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un foyer en France qui n'a pas Naruto tome 1? Genre, tu vois, t'as pas Naruto tome 1 chez Watt? Qu'est-ce que tu fais, non, mais tu vois, en vrai, un succès, c'est un succès. Tu sais, il y a des gens qui rachètent aussi. Mais un succès, c'est un succès. En fait, chaque sortie conforte le succès de la sortie précédente, puisque les gens, ils en ont forcément entendu parler. Donc, il y a un moment où tu passes à côté, parce que c'est pas le moment pour toi dans ta vie, t'as pas le budget, t'as pas l'intérêt, t'as pas tout ça. Et puis, ça ressort, et puis tu fais, pas mal. Attends, je fais, ok, vas-y, lourd. Vas-y, boum, tu vois. Et en fait, tu découvres Lock and Key, et ça se trouve, tu le découvres en 2023, et c'est méga cool, tu vois. C'est la série, en plus, ça. Ce que j'aimerais, moi, pour être tout à fait transparent, parce que je te dis tout là dans ce podcast, c'est faire, quitte à faire une giga collector, c'est avoir tout dedans. Tout dedans. Avec l'âge d'or aussi. Même une vie de chien et tout. Ouais. Tout. Okay, ouais. Tout. Même les trucs que Joe, il veut pas mettre, on les met quand même. Mais. Mais comme ça. Il était tu. Il était tu.
Ensuite, en novembre, on a une magnifique sortie. J'espère qu'on pourra les faire venir aussi parce que ils seront en Italie, notamment à Lucca au même moment. Ouais. Ça s'appelle Immortal Sergeant. C'est le nouveau Joe Kelly et Ken Nimura, donc l'équipe artistique de Hill Giants, qui est, je sais, un bouquin très important pour toi. Et pour moi aussi, évidemment, c'est le bouquin qui m'a donné envie de lancer des indés chez iComics. Donc on l'a attendu longtemps, ça fait 5 ans. Ça fera plus de 5 ans qu'on a sorti Hill Giants. Donc ils ont pris le temps. Moi j'avais lu, ils l'ont retravaillé un petit peu, mais j'ai lu une version entière l'année dernière. J'en ai d'ailleurs parlé, il me semble, dans la vidéo de décembre 2021, du coup pour 2022. Et donc ça sortira en release mondiale en novembre 2023 chez iComics. Et j'en suis très heureux. Ça m'a fait décaler d'autres indés à 2024, du coup. Ouais. Mais j'en suis très heureux parce que, bon, c'est pas un secret. Ken, c'est devenu vraiment un ami depuis. Et quand je vais à Tokyo pour Mangetsu, on est ensemble et voilà, on se balade beaucoup. Et il me présente du monde, je présente du monde. Et voilà, enfin voilà. Ken, c'est vraiment quelqu'un que j'estime énormément. Puis il a l'avantage d'être francophone. Donc c'est génial. T'as un mec qui est francophone au Japon, tu vois, et qui est auteur de comics et qui en même temps te présente des mangas de ouf et tu vois, peut te traduire des trucs et qui connaît très bien Tokyo évidemment puisqu'il y vit et tout ça. Et Joe, mortel, tu vois, on s'est mailé là il y a 2 semaines. Il est très content de l'aventure avec les Giants chez nous, d'être venu à l'époque autour de la sortie du film. Je me rappelle. C'était un super moment. Là, mon premier soir à Paris, je vous avais rejoint. Ouais. Je me rappelle très bien. Ouais. Et donc ça, c'est une très belle sortie qui compte beaucoup pour moi en tant qu'éditeur de mes petits indés, quoi. Le même mois, on aura Rick and Morty intégral tome 1, donc avec les fameux X-Ray et les tomes doubles, qui eux, pour le coup, ne reprennent pas une version américaine, c'est juste des tomes doubles avec du coup cette nouvelle DA. Et du coup moins cher que les TMNT, parce que beaucoup moins de pages aussi a priori. Ouais. Donc on serait sur 25 €, j'espère, un prix de lancement à 20, mais bon, ça, à mon avis, je me mets le doigt dans l'œil. Là où j'y crois un peu plus aux 30 € sur les tortues. Décembre, si tout va bien, Tortue Ninja Reborn tome 2. Ouais. Du coup, puisqu'en mois d'août, décembre, ça fait déjà quand même un bon gap. Et puis, y a pas que Lock and Key en gros succès du passé chez Brajlon et chez iComics. En décembre encore, peut-être une adaptation animée d'une série qu'on aime beaucoup chez iComics, qu'on a republié, d'un auteur avec qui on s'entend bien. Okay, peut-être un coffret de ouf. Ok. Voilà. Parce que il a envie, j'ai envie que l'actu va être folle autour de cette licence, ce comic book quoi. Et enfin on peut presque parler de licence du coup maintenant. Un film. Oui, quand même, il y a déjà des toys, des jeux vidéo. Oui. Il parle de Scott Pilgrim, si vous l'aviez pas, parce que c'est pas pour être trop cryptique, mais voilà. Non, mais en fait, ouais. Mais c'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi, donc toi t'as rien lâché. Voilà, exactement. Comme ça, je suis ton complice là-dessus, t'inquiète pas. Merci Arnaud. N'en dis pas plus. Aussi, si t'as pas le droit d'en dire plus. C'est voilà. pas que j'ai pas le droit, c'est que je suis même pas sûr. Ouais. Que ce soit vraiment faut pas super. 23, donc parce que j'ai pas la main là-dessus, mais en tout cas c'est cool parce que du coup ça fait que tu vois, Lock and Key et Scott sont encore un peu là. Joe il revient aussi. Tu vois, via Rain et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle année. En vrai, c'est une petite année. Il y a moins de sorties que d'habitude. Bah, t'as des trucs, c'est ça, en fait. C'est que t'as quand même des gros temps forts, que là, on a clairement identifié dans le podcast. Mais c'est vrai que, par contre, moi, j'ai des absents. Notamment le Post-Americana de Steve Cross. Yes, c'est le fameux titre qui a laissé sa place à Immortal Sergeant pour avoir la release mondiale. Donc, ce sera juste après. C'est janvier 2024. Bon, alors c'est déjà ça. Mais il y a, voilà, mais Bermuda aussi, Bermuda, juste après aussi. C'est-à-dire que ceux que tu nous avais annoncés l'année dernière sont décalés alors? Ouais, Shadecraft aussi. Un peu plus compliqué parce que compte d'exploitation catastrophique. Donc on sait pas trop. Il y a 2 autres indés à mon avis pour 2024 qui vont rejoindre notre roster d'indés que j'ai très envie de publier. Et puis on discute avec une autrice qu'on a publiée sur un potentiel autre indé. Mais tu vois, des indés là dans l'année, il y en a, j'ai pas fait les comptes, mais il y a Immortal Sergeant, Rain, We Only Find Them, Blue and Green, 4 indés. 4, c'est ça. C'est littéralement ce à quoi vous pouvez attendre par an chez iComics, un indé par trimestre, en gros. Mais c'est déjà bien, en fait. Tu vois, enfin, on n'a pas pour vocation de faire plus, et c'est que des bêtes d'indés, quoi. Tu vois, Rain, Immortal Sergeant. Oui, pour le coup, là, c'est... We Only 3, c'est des bêtes d'indés. Et Postam, Bermuda, enfin, tu vois, c'est des trucs... Et qui nous ressemblent encore, parce qu'on peut continuer à être un peu politisé, à avoir des héroïnes fortes et tout. Moi, ça aussi, c'est important. C'est une bonne respiration aussi dans le métier d'éditeur de pouvoir incarner un peu cette ligne édito par les livres, tu vois. Et il y a de ça là-dedans. Donc... sans vouloir trop en faire, après les gens jugeront évidemment à leur juste valeur ces livres, mais pour moi c'est des super bouquins et tu vois, même s'il y en a peu, je les ai tous choisis et je suis fier de tous ces bouquins, même les spin-off Rick and Morty qui sont des bouquins plus commerciaux bien évidemment, c'est pas un secret,
Ever After me fait méga rire, quoi. Comme Rick and Morty en enfer me fait méga marrer, quoi. Donc voilà, après le Lock and Key, on est une maison d'édition, on va pas s'empêcher d'exploiter aussi une si belle licence, qui est en plus considérée par beaucoup comme un chef-d'œuvre des comics. Scott, pareil, d'avoir Joe Hill comme auteur, c'est génial. Les Tortues qui, j'espère... En fait, l'enjeu, ce qui va changer l'année ou pas. C'est ça, c'est est-ce que les Tortues prennent? C'est si les Tortues ça prend, ça peut changer le futur d'iComics. Ça veut dire qu'on pourrait revenir en 2024 avec plus de Tortues et des choses différentes aussi en Tortues, ou juste répliquer un peu 2023 en 2024 et puis rouler comme ça. Mais ce qui serait, enfin moi ça va, hein, je signe. Hein. De toute façon je manque pas de boulot à côté avec le manga, donc tu vois il y a aussi ça. À un moment on peut pas non plus en faire beaucoup plus. On est que 2 avec Julie là-dessus, donc tu vois voilà. Et après, maintenant, faut trouver la pertinence commerciale de chaque sortie. Ça, moi, c'est mon focus. Je voudrais que aucun de ces bouquins ne perde de l'argent l'année prochaine. Je m'en fous d'en gagner. De toute façon, ça va pas dans mes poches. Donc, tu vois, c'est comme quand on vend 150 000 Awashi ou des Junji Ito à l'appel et tout. Moi, ça change rien, les frères. C'est juste que ça valide les propositions éditoriales auprès de la direction et ça me permet d'en avoir d'autres du genre, de faire des lends par exemple que j'ai annoncé hier chez Mangetsu, tu vois, ou celui que j'annoncerai le mois prochain, ça, tu vois. C'est ça que ça permet. Enfin, et ça légitime ton choix éditorial. Exactement. En fait, si je veux faire d'autres postes américains, il y a plein d'indés que je rêve de faire, mais pour l'instant je peux pas parce que nos indés ils vendent pas assez. Donc voilà. Mais ça, dès Blue in Green, on va savoir. Ça se trouve, Blue in Green, cagade de l'espace, et on en vend 30 la première semaine, j'en sais rien. Moi, je vais essayer de le défendre de ouf. Ram va jouer le jeu. Tu vois, mais on sait pas. Ça se trouve, tu sais, des fois, c'est juste, comme dirait Central C, it's all about timing, quoi, tu vois, et des fois, t'as pas le bon timing et tu peux rien parce que nous, on fait on décide les dates des mois à l'avance et en fait, au moment où t'arrives, tu fais, oh merde, tu vois, genre, il y a un tsunami en face, fait chier. T'auras la grève générale de janvier et plus personne pourra se rendre dans les magasins. Ouais, même sans parler de grève, de Covid, de trucs de sociétaux, juste des sorties en face ou juste les gens, ils ont peut-être pas trop envie de lire à cette période-là parce que, tu vois, le fameux truc des élections. Quand il y a des élections, les éditeurs, ils osent pas sortir des livres. Ce qui est un peu con d'ailleurs, je pense. Parce que les Français ne voudraient plus lire pendant les élections, apparemment. Tu vois, ce genre de truc, ça arrive. Bon, c'est 100% sociétal pour le coup, mais voilà. Après, ce qui est bien aussi en faisant moins et surtout en ayant accepté, parce que c'est pas une question de trouver le bon rythme, c'est d'accepter ce rythme de sortie chez, du coup, assez faible. C'était dur pour toi de devoir lever le pied sur les indés, notamment parce que je connais ton attachement là-dessus. Évidemment, frère. Ouais. Ah oui, il y a eu quelques noms d'oiseaux. Bah, tu connais mon caractère en plus. Oui. Ouais, okay. Oui, ça a clashé. Mais t'as dû accepter. C'est un peu le rôle des éditeurs aussi de défendre leurs bouquins jusqu'au clash, même en interne. On est le premier rempart, on est le premier bataillon des auteurs et de leurs histoires, en fait. Tu vois, on est les premiers soldats en première ligne pour eux, quoi. Donc c'est à nous d'aller bouffer de la merde et de s'entendre dire allez, à la guerre là, ou cassez-vous, tu vois. Et c'est comme ça. Mais 4 par an, ça me va. En vrai, ça me va. Parce qu'en plus, j'ai mes indés côté manga, ou équivalent, tu vois. Et puis, je préfère bien les faire. Je préfère faire des 10 Savage Shores et des I Kill Giants ou des Maestros que des The Plot où c'est une douleur pour tout le monde. Moi, je me dis, merde, c'est une déception pour tout le monde. Ou Sean Lewis, qui est un ami, l'auteur de The Few, que je peux plus publier. Parce que Coyote a été encore pire que The Few en termes de vente et que du coup, bah, on m'a dit, non, mec, quand on tape son nom dans GFK, ça fait peur quand même. Tu vois. Et ça, c'est méga dur à accepter. Après, tu sais, j'ai 5 ans d'édition, j'ai la peau un peu plus dure aussi. Tu vois. Oui. J'en ai vu. J'en ai avalé 2-3. Donc, je vois le verre à moitié plein. Plus ça va. Mais c'est bon, le fait d'être papa aussi, ça fait ça, je pense. Mais je vois beaucoup plus le verre à moitié plein qu'à l'époque. Et je vois le verre vraiment à moitié plein sur le iComics 2023. Vraiment. Je suis très content de ce planning. En plus, il y a le petit Witcher, là, on n'en parle pas trop. Mais ouais, qui Witcher, devrait arriver aussi dedans, quand même. Des belles licences, quoi. Tu vois. Donc, et ça se trouve, We Only 3 va avoir un meilleur destin que We Only 2, et des fois tu sais pas, et Blue in Green va plaire, et Rain va cartonner, parce qu'en plus, si on peut faire venir Zoé et Joe, ça peut être mortel. Et Immortal Sergeant va avoir le même public qu'I Kill Giants, qui était très nombreux pour le coup, parce que je pense qu'I Kill Giants, on doit pas être loin des 10 000 exemplaires aujourd'hui. Tu vois, on sait pas, hein. Et derrière, 2024, ma direction me dit, vas-y, bah, fais tes indés, frérot. Si tu les fais comme ça, avec ton market, tu le fais comme ça, et que t'arrives à les vendre comme ça, très bien. C'est juste que, forcément, t'arrives, tu regardes Bitterroot, qui nous a coûté assez cher. En plus, Bitterroot, c'était l'achat le plus cher maintenant, il y a prescription de iComics. Ouais. Bien avant les Eisner Awards, on l'a acheté avant même le TPB.
au chapitre 2 ou 3, je crois. Bah ouais, ça fait mal. Le compte d'exploitation, tel qu'on les fait aujourd'hui depuis en plus, je pense que tu avais une charge de traduction aussi assez élevée avec les bonus et tout en ça. Plus, par en rapport plus, au reste. ouais, mais ça, après, bien payer un traducteur. Ouais. Pour le coup, tu vois, je suis content, j'en place une d'ailleurs là-dessus, parce que j'entends parler de maisons qui sous-payent leurs traducteurs ou voire qui les payent pas et tout ça. Alors pas les gros, hein. Chez les gros, ça va globalement. Les tarifs, des fois, bon, je sais qu'en comics, il y en a qui s'emmerdent pas quand même. Mais nous, on est la maison d'édition qui paye le mieux les traducteurs. Tu vois, on est au tarif. Alors peut-être pas le mieux, parce que peut-être que Toussaint l'ouverture ou Futuro sont encore au-dessus. Futuro, je pense pas, mais Toussaint, c'est possible. Mais on est au dernier taquet de ce qu'on peut payer par page à un traducteur, par exemple. Et tu vois, je suis fier de ça aussi. Du côté et là-dessus, Hachette n'est pas venu me dire en disant frérot, tu pourrais baisser le prix de tes traducteurs. Non. Tu vois, la traduction, lettrage, il n'y a pas eu de ça. On continue et les gens sont payés correctement. Et donc, oui, quand il y a des pages bonus, ça coûte plus cher. Ah oui, c'est comme ça. Est-ce que tu payes à la page ou tu payes au mot à la page? À la page, ouais. Et après, quand c'est des pages spéciales, comme les pages universitaires de Bitterroot, là, évidemment, le tarif n'est pas le même. Tu doubles le tarif, en gros, tu vois. Ça, c'est aussi cool de pouvoir continuer dans ces conditions, que Julie, elle soit bien aussi dans son taf, tu vois, d'éditrice chez nous, que on a 5 ans, quoi, tu vois. Donc, faut aussi que la truc, elle roule et qu'elle trouve sa petite vitesse et qu'on arrête de l'embêter un peu et de la chiffonner, tu vois. C'est une belle petite collègue, iComics, en vrai. Il y a des gens qui aiment beaucoup iComics, pour qui iComics, c'est un petit phare dans le monde des comics, quoi. Donc, faut être conscient de ça, de la responsabilité que c'est, et puis, je te dis, voir le verre à moitié plein. Si tu veux le voir à moitié vide, tu regardes le GFK, encore une fois, tu vois des Fortnite de Star Wars dans tous les sens, tu dis, ah, Nick, quel marché dégueulasse. Mais comme Nico, faut arrêter de le commenter aussi. Comme Nico il fait, tu vois. Non, mais Nico, j'aime bien, il a cette forme d'ironie socratique très balèze avec le GFK, où je suis hyper content des ventes qu'il fait chez 404, parce elles sont belles. Pour les titres qu'il publie, elles sont vraiment belles, tu vois, parce que ces bouquins sont magnifiques. Et en même temps, ça n'empêche pas de se plaindre que, tu vois. Quel marché est-ce qu'il est, ouais. Ah ouais. Très bien. Bah écoute, on va essayer de voir le verre à moitié plein aussi. Imagine, tu publies des documentaires dans un pays de télé-réalité. Tu vois, c'est un peu ça le délire. Ouais. Ouais, je vois ça. Très bien. Bah écoute, mais voilà, je voulais quand même profiter de cette formulation du verre à moitié plein, alors que ta bouteille est justement à moitié pleine. La bouteille de Contrex. C'est pas ça. Très bon la Contrex, hein. C'est un peu comme. Non, c'est jamais ouf. Les parts là. Ouais, c'est un goût dégueulasse. Ouais, c'est un goût dégueulasse. T'es team Volvic, toi, ou t'es team Je suis team eau du robinet. Ah ouais. J'aime le service public, quel qu'il soit. Mais ça, parce que t'es biologiste, donc tu sais qu'il y a aucun risque. Non, je sais que, enfin, c'est juste que je suis pas plus assuré que ces eaux-là soient toutes moins dégueulasses que celles qu'on boit au robinet, en fait. De quoi? Tu sous-entends qu'il y a une conspiration? Oui. Par le lobby reptilien. des eaux minérales, bien sûr. C'est les sources. C'est ça. Non, mais voilà, trêve de plaisanterie. Donc, on a hâte de voir tout ça. De toute façon, on vous en reparlera forcément sur First Print au fur et à mesure des sorties, ce qui est bien aussi l'avantage d'avoir que 15 sorties par an, c'est qu'on peut les suivre une à une. C'est que du coup, tu peux en parler vu qu'il y en a quasiment pas. C'est ça. Non, mais c'est que tu peux prendre le temps de parler de chacune d'elles. Faut le voir moitié plein, t'as dit. Exactement. Et comme ça. Et puis, on se retrouvera de toute façon. On parlera d'autres sujets ensemble dans le podcast, parce qu'effectivement, après Ron, t'es peut-être l'invité le plus régulier, et après Corentin. Bien désolé, je m'excuse à tous les auditeurs. Du coup, je prends trop mes aises, je raconte ma vie. Oui, de toute façon, enfin, moi aussi j'ai un intérêt, parce que je sais que celui-là il va être écouté, ce podcast aussi. Ah, c'est vrai? Plus. Oui, bien sûr. C'est vrai. Pourquoi je te ramènerais sinon? si tout le monde. T'es un vil calculateur comme ça, toi. Attends, je suis. Parce qu'en fait, ils me détestent. C'est juste que quand il y a des gens qui écoutent, ils me font revenir. Mec, je suis freelance, bien sûr que je pense aussi à ce genre de truc, tu vois. mais tout le monde y trouve son intérêt, du coup. Très bien, Arnaud. C'est win-win, comme disait. Voilà, exactement, top -5. Donc on se reverra bientôt de toute façon. Et puis, on vous le dit souvent dans le podcast, mais ça reste le message obligatoire à la fin que vous coupez toujours, bien entendu, mais c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Je vous comprends aussi, l'écouter 5 fois par semaine, c'est un peu lourd. Mais voilà, si vous appréciez les podcasts et les personnes qui y passent et qui présentent leur travail dedans, soutenez le podcast en partageant tout simplement ça, en parlant autour de vous, à vos libraires s'ils connaissent pas. C'est vachement important, ça peut être un très bon relais aussi un petit peu pour pour que tout le monde, pour que ça circule un petit peu dans ce milieu-là. Et ensuite, si vous pouvez, il y a une page Tipeee également sur laquelle vous pouvez nous soutenir pour qu'on soit pérenne sur le temps long. Et puis on vous dit à la prochaine pour les prochains podcasts. Salut Sullivan. Merci Arnaud, à bientôt.